Les podcasts de la 47e édition de Cinéma du Réel. Quelques idées pour retarder la fin du cinéma, exercice d'anticipation. Matinale avec Gwenola Wagon, cinéaste, Jeanne Lebrun et Manon Maes du collectif La Vie Plus Belle et Ryan Msirdi, artiste et cinéaste. Une discussion modérée par Jacopo Rasmi. Bonjour, bienvenue à cette troisième matinale que traditionnellement on appelle la matinée des idées, puisque c'est un espace où on se dit que c'est le moment où on peut réfléchir au film qu'il faudrait faire dans les temps à venir. Et cette année, on s'est dit qu'on allait sauter quelques années pour aller dans un espace temps plus lointain. Et on s'est dit, pourquoi pas 2037 ? En fait, 2037, c'est pas par hasard. C'est une date qui nous a été soufflée par un texte de Jacopo Ramsi qui est là, qui est spécialiste de l'année 2037 au cinéma. Je ne sais pas si vous avez suivi le forum public et cette idée que il faut faire, il faut être offensif. C'est un peu ça aussi, c'est-à-dire se dire que c'est important de se projeter dans un avenir qui pourrait être dystopique, mais qui peut aussi être utopique, dans lequel il serait possible de faire des films. Je vais laisser Jacopo présenter ses invités. Je vous remercie d'être là tous et je vous souhaite un bon exercice d'anticipation. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, je ne sais pas si je suis un expert des années 2030. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'est, mais peut-être à 4 ou 5 et peut-être à 30 ou 40, on va y comprendre quelque chose. On va tenter quand même. Donc, là, les personnes qui vont... Moi, j'ai plutôt un rôle d'animation et de cadrage. Je vous prendrai peut-être 10 minutes, un petit quart d'heure plutôt, pour vous raconter d'où naît cette proposition et les invitations qui l'accompagnent. Mais avant de vous raconter un peu ça, je vous présente les personnes qui vont prendre la parole les unes après les autres dans un format qui se veut participatif. Donc, on est d'accord pour que il y aura des prises de parole qui s'enchaîneront, mais vous pouvez à tout instant, entre les prises de parole et parfois ou même dans les prises de parole, si vous le souhaitez, rebondir, commenter et donc alimenter cet exercice collectif d'anticipation. Donc les personnes qui sont sur scène avec moi, c'est d'abord Manon Maes et Jeanne Lebrun tout au fond, qui font partie d'un collectif qui s'appelle La Vie Plus Belle, qui compte en réalité beaucoup plus de membres, parfois des dizaines et des dizaines de membres. Il y a une troisième membre qui est aussi dans le public qui s'appelle Carole Nozella, qui ont pris l'habitude ces derniers temps de faire des interventions à plusieurs dans des contextes comme le Festival du court-métrage de Clermont ou la Semaine asymétrique à Marseille, avec des groupes bien plus larges. Mais voilà, là pour les contraintes logistiques, il y a une représentation de Manon et Jeanne qui nous raconteront quelque chose à propos de ces projets un peu mégalomanes, d'essayer de refaire l'entièreté du feuilleton Plus belle la vie depuis Saint-Étienne, avec les moyens humains techniques, géographiques de cette ville qui est un peu méprisée par le reste de la France et en prise avec les actualités locales et générales du monde dans lequel on vit, et sans argent ou presque. Ensuite, il y a donc juste à côté de moi Gwenola Wagon, qui est, peut-être vous avez déjà rencontré, qui est artiste et qui est aussi enseignante-chercheuse. D'abord, elle était à Paris 8, actuellement c'est à Paris 1 Sorbonne. Et voilà, parmi tes créations plastiques, il y a surtout des productions filmiques qui se situent un peu comme ça au carrefour entre je pense, des domaines différents qui sont l'art contemporain, la recherche, le cinéma, et qui souvent interrogent les univers techniques, technologiques dans lesquels on est plongé, les univers d'images contemporains, et en utilisant
souvent des dispositifs qui sont ceux de la science-fiction, du fantastique, etc., depuis un certain nombre d'années. Et tu viendras surtout nous parler de ton dernier projet qui est en cours d'achèvement et qui a aussi donné lieu à un livre dont peut-être je te laisserai parler, qui sera présenté dans quelques semaines au Jeu de Paume. Et voilà, au centre, Ryan Mirsidi, qui est diplômé d'école d'art à Angers, à Paris, et qui a une production vidéo qui se situe dans des économies et dans des contextes pas nécessairement de l'industrie cinématographique, même si voilà, tu commences à travailler plus dans un contexte cinématographique, disons, plus institutionnel, officiel. Et tes films sont souvent ancrés dans l'univers de la Mallieu, de la région parisienne d'où tu viens, et essayent de resituer quelque part des récits, mettre en forme, mettre en scène de récits qui viennent de ce lieu-là, et qui rendent compte du quotidien, mais aussi des imaginaires, de la culture populaire, des fantasmes qui habitent ces espaces. Juste pour vous dire, donc là, pour moi, c'est une assez bonne compagnie aussi avec vous pour s'aventurer à la recherche de quelques idées pour retarder la fin du cinéma. Ça, c'est le titre de notre matinée. Donc le cinéma... Bon, retarder la fin du cinéma, peut-être pas tout court, mais en tout cas, essayer de retarder la fin du cinéma qui nous tient à cœur, de faire, qui nous tient à cœur de transmettre, même d'enseigner pour les cas des personnes qui enseignent. L'idée, c'est que le cinéma est une espèce vivante comme toutes les autres espèces vivantes. C'est un être terrestre et vivant. Et comme toutes les autres espèces vivantes, à un moment donné, il va disparaître. Il va plus être là. Il n'est pas éternel. Il n'est pas immobile. Et donc, même si un jour il disparaîtra, comme toutes les espèces vivantes, avant de disparaître, il va survivre, il va changer, il va se transformer. Il va évoluer et s'adapter à ce qui se passe autour de lui, à ce qui l'environne. Comme tout être vivant, son existence et les formes de son existence dépendent d'environnements qui le nourrissent et qui entretiennent ses manières d'être, d'exister. Quand je dis qu'il y a des environnements qui le nourrissent, auxquels il est attaché, c'est des environnements au sens large, c'est des environnements au sens concret, matériel du terme, mais c'est aussi des environnements de type institutionnel, des environnements de financement, des environnements technologiques, des environnements de formation, etc. Les images du cinéma, bien sûr, elles arrivent un peu magiquement sur les écrans, comme un peu quelque chose de miraculeux et comme ça qui flotte, mais en réalité, voilà, elles sont bien enracinées dans toute une série de conditions qui en permettent l'existence. Même si voilà, souvent on essaye de nous véhiculer l'idée que c'est juste une évasion et qu'il n'y a pas trop qui ne nous attache pas nécessairement à ce qui nous entoure. Est-ce que vous pouvez montrer l'image numéro 1 ? Et pour ça, je voulais vous montrer une image qui est dans les archives de Guy Debord, si on peut la voir. Peut-être vous reconnaîtrez. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la première image ? C'est rien du tout, comme un hurlement en faveur de Sade. Voilà. On peut nous priver d'essence, il nous restera toujours un moyen d'évasion. Voilà. Quand on aime la vie, on va au cinéma. Et ça, c'était dans les années 70. Et on pouvait croire que, voilà, plein crise énergétique, le cinéma, il n'est pas du tout corrélé à ce qui se passe autour de lui, aux crises énergétiques, aux problèmes géopolitiques, etc. On est tranquille, même si voilà, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'énergie, etc. Le cinéma va continuer de tourner. C'est une idée un peu naïve. Comme si cette expérience qui est celle du cinéma pouvait être décorrélée de ce qui se passait autour, aussi sur les plans matériels. D'ailleurs, l'idée des questions écologiques et des problèmes environnementaux, c'est un peu à la racine du titre de cette journée, parce que c'est un emprunt. On a un peu piraté un autre titre dans le livre que peut-être vous avez lu. C'est un livre d'un intellectuel autochtone brésilien qui s'appelle Ailton Krenak, qui s'appelle justement « Idées pour retarder la fin du monde ». On est un peu moins ambitieux, on ne va pas retarder la fin du monde, un petit bout de monde que le cinéma. C'est un livre qui était sorti en édition française chez Dehors en 2020. Et évidemment, l'idée de ce que je propose aux personnes qui sont invitées de faire, c'est
de se demander comment va se transformer le cinéma mis sous pression et dans des tensions, des mutations qui sont celles des écosystèmes écologiques, mais plus largement, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans le cinéma qui est mis sous pression par les ambiances sociales et politiques qui sont de plus en plus importantes, qui sont dominées par des affects fascistes, impérialistes, donc des affects de compétition guerrière, des affects de rancœur, ressentiment, etc. C'est aussi qu'est-ce que c'est que faire du cinéma dans un monde à venir qui est mis sous pression par les délitements des infrastructures institutionnelles, qui financent, qui entretient la possibilité de faire des films, etc. Mis face à tout ça, à toutes les choses qui sont en cours et qui quelque part impactent les conditions qui font exister le cinéma, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher d'essayer de se fouiller la tête et essayer de trouver des idées, des stratégies pour continuer à faire ce qu'on aimerait faire. Je vous montre juste un extrait de film qui n'est pas du cinéma documentaire, qui est un extrait d'un film récent de Quentin Dupieux qui s'appelle Fumer fait tousser. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, ça va le spoiler parce que c'est vraiment la toute fin du film. Mais bon, je pense que ce n'est pas très grave. Mais ça permettra peut-être après terminer un peu clore ma présentation et enchaîner sur les présentations des invités. Et c'est un extrait de film qui nous suggère de ne pas attendre un miracle, par exemple, technologique qui va résoudre nos problèmes. Ça ne sera pas de là que ça vient. Peut-être on est tous au clair avec ça, avec notamment ce qui se passe de l'autre côté de l'océan. Mais voilà, je vous montre cet extrait qui est l'extrait pour la régie, l'extrait numéro 7. Fumer fait tousser de Quentin Dupieux, les dernières minutes. Bon, voilà. L'envie de vous montrer cet extrait du film de Dupieux, ça nous incite à ne pas attendre que Norbert fasse sa procédure pour magiquement nous déplacer dans une époque à venir et résoudre nos problèmes. Et ensuite, peut-être, ça pose aussi la question du comique et de l'ironie dans la possibilité de se déplacer dans d'autres scénarios. Et je vais terminer, juste laisser la parole aux personnes invitées en disant que... juste pour préciser, parce que je pense qu'on n'en a pas parlé, le cadre, l'inspiration de cette matinée est liée à un texte qui a été publié dans la revue Documentaire. Est-ce que vous pouvez mettre peut-être l'image numéro 4 ? En fait, la revue Documentaire, c'est une revue de cinéma documentaire historique, donc dans le numéro 34, qui s'appelle Terrain. Je vous montre l'intérieur, si vous pouvez mettre l'image 4. Il y avait, donc on a publié ces vrais faux documents sur la diffusion dans les années 2030. C'est un bilan d'une commission qui s'appelle Commission de diffusion post-croissance, qui existera dans une dizaine d'années, qu'on a reçu d'une façon un peu inexplicable à la rédaction de la revue et qu'on a voulu diffuser, et qui s'est posé la question de comment les films vont circuler dans une dizaine d'années. Et la question d'aujourd'hui, évidemment, c'est posée à des personnes qui fabriquent plutôt des films, mais pas tant comment les films vont être diffusés, même si c'est jamais décorrélé, mais quel film on aura envie de faire et comment on aura envie de faire des films. On pourra faire des films dans les années 2030. Donc moi, je m'arrête là, mais il y avait d'autres choses que peut-être on va voir au cours de la séance. Et je laisse la parole pour commencer au collectif La Vie Plus Belle. Eh ben, bonjour à tout le monde. Merci à Jacopo de nous avoir invités et merci au Cinéma du Réel pour l'accueil. Donc, comme Jacopo l'a expliqué tout à l'heure, là, on est 2 sur scène. Il y a aussi Carole qui est dans le public. Mais en fait, nous, donc, La Vie Plus Belle, d'habitude, on est au moins minimum 10 sur scène. Depuis qu'on a commencé donc, le remake de Plus Belle la Vie à Saint-Étienne, de manière amateur, bénévole et sans argent, il y a eu presque 200 participants et participantes. Donc voilà, ça fait beaucoup de monde. Donc souvent, quand on se déplace, c'est vrai qu'on arrive vraiment en équipe, on arrive un peu en gang. Et là, donc on est un peu en équipe réduite, on va dire. Mais on est très contente d'être là. Donc merci encore pour l'accueil. Donc comme je l'ai dit, La Vie Plus Belle, donc on fait un feuilleton, on fait un remake du feuilleton Plus Belle la Vie. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc Plus Belle la Vie, c'était un feuilleton qui était diffusé sur France 3, quotidiennement, sauf les week-ends, pendant 18 ans. Donc ça passait tous les jours à 20h20. Et voilà, je vous en dirai un peu plus après
Désolée, j'ai mes notes sur mon téléphone. C'est pas pour vous manquer de respect que je regarde mon téléphone. Voilà. Donc nous, le remake, il est autogéré. Il est bénévole et amateur, c'est-à-dire que personne en fait n'est professionnel. Et c'est vraiment venu pour que ce soit le plus participatif possible, pour qu'il y ait le plus de personnes qui puissent venir. On avait mis plein d'affiches de casting dans Saint-Étienne en disant casting, venez, vous êtes pris. Il n'y a vraiment pas de qualification requise, et c'est vraiment ça en fait qui nous intéresse, justement du coup pour revenir un peu sur le thème de la discussion, c'est vraiment de faire du cinéma en ne savant pas vraiment faire en fait de manière traditionnelle les choses, et de se dire c'est pas parce qu'on sait pas faire, c'est pas parce qu'on a le CV, les compétences ou quoi que ce soit qu'on n'est pas capable de faire. Donc ça c'est quelque chose qui était vraiment très important pour nous, et donc on a commencé le premier tournage, il a eu lieu en novembre 2023, donc il y a 1 an et demi à peu près. Et depuis, on a eu un rythme très très intense. On n'a pas, pour l'instant, voilà, on n'est pas encore comme Plus belle la vie avec un épisode tous les jours, mais on est quand même à un épisode toutes les 2 semaines, donc un lundi sur 2, qui est diffusé dans un cinéma de Saint-Étienne à 20h20. Et c'était la même heure que Plus belle la vie était projeté. Et le tout premier épisode donc, de La vie plus belle, on l'avait quand même fait pile 1 an, jour pour jour, après l'arrêt de Plus belle la vie par France 3. Parce qu'il faut savoir donc, que Plus belle la vie, voilà, donc ça a été sur France 3 pendant 18 ans, ça s'est arrêté, et après TF1 a racheté les droits. Et voilà, mais nous, pour nous, notre Plus belle la vie, c'est vraiment celui qui a eu lieu sur France 3, celui de TF1. On ne veut même pas en entendre parler. Et voilà, donc le premier épisode de La vie plus belle, voilà, a été diffusé 1 an jour pour jour, même minute pour minute, après le dernier épisode de Plus belle la vie. Donc, si on pouvait montrer, s'il vous plaît, l'extrait numéro 1. Alors, donc là, vous venez de voir un extrait, enfin plusieurs extraits qu'on a mis bout à bout, hein, c'est pour ça les cuts un peu rapides. On a l'habitude de faire des cuts, mais là, c'était un peu violent, on va dire. Mais donc ça, en fait, c'est l'épisode 15, en fait, ce qu'on appelle l'épisode 50-50. Donc, c'est le premier épisode spécial qu'on a fait. Et en fait, donc c'est 50. En fait, on fait le contre-champ à Plus belle la vie. Donc là, s'il y a des gens qui connaissent un peu Plus belle la vie, vous avez dû reconnaître des acteurs et des actrices. Et en fait, donc il y a donc Plus belle la vie, tac, et contre-champ La vie plus belle. Et donc on a décidé de montrer ce petit extrait, déjà pour montrer des images de Plus belle la vie, puisque ça c'est vraiment le squelette en fait du projet. Donc on va juste redire quelques petits mots sur Plus belle la vie. Donc Plus belle la vie, c'était un feuilleton réaliste, un soap opéra un peu comme on appelle ça. Donc il était diffusé tous les jours pendant 18 ans. C'était très très populaire, et en fait ça mettait en scène, on va dire, des petites histoires de la vie quotidienne, avec certaines un peu plus spectaculaires, un peu plus hors du commun que d'autres, mais de base c'était vraiment ça. C'était une petite routine en fait, voilà, on regardait ça le soir, souvent devant le repas, avec de la famille ou seul. Et en fait pour nous, on en était venu à penser qu'en fait Plus belle la vie, et ben en fait comme c'est aussi tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui le regardent, qui font aussi que ça existe, bah, en fait on s'est dit ça nous appartient autant que ça appartient en fait à France 3. Et en fait on était tout autant légitime de dire que ça nous appartenait, et on était venu à dire qu'en fait Plus belle la vie, ça faisait partie du domaine public, et que du coup on pouvait s'en servir, on pouvait se l'approprier en fait pour le mettre en commun. On pouvait s'autoriser à agir dessus en fait pour une fois, parce que c'est vrai que quand on est téléspectateur de la télé, en fait juste on est spectateur, en fait on n'est pas forcément acteur. Et là ce qu'on voulait, c'était vraiment reprendre un truc de la télé, et en fait se dire ok, mais en fait maintenant un peu la télé c'est nous, enfin un truc qui arrive vraiment jamais quoi. Et voilà, en fait on a voulu le remaker sans argent, parce que je tiens à dire que personne n'est payé là, dans les plus de 150-200 personnes, personne n'a touché un rond. On fait ça sans subvention. Ça, on n'a pas envie en fait. On voulait aussi montrer que c'était possible de faire sans. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Et aussi en fait, Plus belle la vie, on l'a pris déjà parce que voilà, c'était très populaire, que ça parlait à beaucoup de personnes en fait, que c'était voilà un feuilleton qui était un peu au jour le jour. C'est-à-dire que quand dans Plus belle la vie, par exemple, c'était Halloween, et quand dans la vraie vie c'était Halloween, dans la Plus belle la vie aussi c'était, des fois ils essayaient un peu de mettre des actualités, des choses comme ça, donc il y avait aussi cette partie-là qui nous intéressait, et aussi que c'est un feuilleton du coup qui est assez facile à reprendre. Enfin là, c'est vrai que des fois, on voit le chant contre chant, des fois on se dit il n'y a pas tellement de différence en fait, et du coup on se dit voilà, en fait on sait faire chant contre chant pendant ensemble, ça le fait quoi. Donc c'était vraiment aussi pour ça qu'on avait choisi Plus belle la vie.
Et voilà, quand même, comme on a dit, donc ça a duré blablabla pendant 18 ans. Donc il y a eu au total sur France 3 4666 épisodes. Donc au début, on se disait ouais, on va faire un épisode toutes les semaines. On a tenu un mois comme ça, mais c'était trop intense. Donc après, on s'est dit un épisode toutes les 2 semaines. À ce rythme-là, il y en avait pour 180 ans. Mais comme du coup d'autres villes vont participer, au final, on pourra voir la vie plus belle de notre vivant en entier. On espère. Et voilà. Et donc après, pour un point de vue un peu plus pratique, en fait, on filme avec des caméras mini DV. Donc c'est des petites caméras en fait qui coûtent pas trop cher, que ça fait pas peur de les prendre en main, parce que comme on a dit en fait on sait pas tellement faire. Tout le monde qui participe pareil n'ont jamais forcément touché une caméra ou du matos son. Donc là c'est pas impressionnant en fait d'y prendre en main. On n'a pas peur d'y casser, on est assez mobile, ce qui fait qu'on ne demande jamais d'autorisation pour filmer parce qu'en fait déjà on n'a pas envie. Ça nous saoule un peu de faire des démarches comme ça, pour être honnête. Et puis aussi, voilà, on fait tout comme on veut. On fait tout comme on veut. Voilà, matériel léger et compact. On ne filme pas avec les téléphones, comme ça on n'est pas surveillé. Et voilà, on tourne partout sans autorisation. Alors du coup, dans La vie plus belle, en fait... Je t'entends pas. Qu'est-ce que ça marche ? Ah, ok. Donc dans La vie plus belle, en fait... Donc dans La vie plus belle, c'est les costumes en fait qui font les personnages et pas les acteurs et actrices. Donc tout le monde est interchangeable. Donc la façon dont ça se passe, c'est qu'en fait on fait des plannings de tournage par semaine. On n'a pas dit, mais en fait on tourne dans plein de lieux différents à Saint-Étienne. Donc à chaque session de tournage, par exemple un des lieux phares de Plus belle la vie et donc de La vie plus belle, c'est le bar du Mistral. Et du coup, en fait, à chaque session de tournage, on tourne dans un bar de Saint-Étienne différent. Et donc la façon dont ça se passe, c'est qu'on fait des plannings et ensuite on fait des réunions acting. Donc on propose les différents rôles et en fait, c'est les personnes qui choisissent en fait leur rôle en fonction de leur disponibilité. Voilà. Et ah oui, et aussi en fait, on s'en fiche du genre ou de l'âge des acteurs ou actrices. C'est-à-dire que tout le monde peut jouer tout le monde. Donc parfois, il y a des personnes plus âgées qui jouent des rôles d'adolescents ou alors des hommes qui jouent des rôles de femmes. Peut-être qu'on peut montrer l'extrait numéro 3. Voilà, donc là, comme on vient de le voir, là, c'est des séquences un peu spéciales où en fait, dans le chant contre chant, les acteurs changent dans la même scène, quoi. Mais en tout cas, du coup, on reconnaît les personnages parce qu'ils ont leur nom qui sont floqués dans leur dos. Donc, comme je disais, c'est le costume qui fait le personnage, quoi. Voilà, et du coup, en fait, ça nous permet aussi qu'il n'y ait pas de starification. Donc, et en même temps, tout le monde est une star. Donc, c'est un peu comme dans Plus belle la vie, en fait, où il n'y a pas de hiérarchie entre les personnages, il n'y a pas de personnage principal, il n'y a pas de grand méchant ou quoi. En fait, tout le monde est au même niveau et les personnages vont et viennent. Des fois, il y a des personnages qui sont dans le coma ou qui sont en vacances. Et du coup, ils n'existent plus dans la série, puis d'un coup, ils reviennent. Et, voilà. Et aussi, en fait, à la technique, il n'y a pas de rôle statique. Donc, en fait, on peut faire, par exemple, l'image le matin, la prise de son l'après-midi. Ça dépend, en fait, si on est dispo ou si, tout simplement, on en a marre, quoi. On peut se faire relayer à tout moment. Et du coup, là encore, il n'y a pas de propriété de rôle, en fait. Donc tout le monde peut tout faire et on apprend en faisant. Donc on peut dire que dans un sens, on est un peu survivaliste, parce qu'en fait, on essaie d'acquérir plein de compétences pour pouvoir se débrouiller quoi qu'il arrive. Et au montage, c'est pareil, en fait, on monte en collectif, donc c'est-à-dire que chacune peut se saisir d'une séquence et la monter, et ensuite on met tout bout à bout, et le résultat, c'est une sorte de patchwork, en fait, de séquences. Et voilà, et aussi il y a une porosité en fait entre la technique et les acteurs-actrices, et l'acting. Du coup, on peut passer devant, derrière la caméra. Il n'y a pas du tout de hiérarchie ou de rôle défini dans La vie plus belle. Et aussi, au moment des projections, en fait, c'est le public, c'est aussi les personnes qu'on voit à l'écran. Du coup, il y a aussi une porosité
entre la salle de projection et l'écran. Et du coup, c'est des stars en fait qui sont dans la salle ou des non-stars. Et du coup, c'est un peu comme toujours le festival de Cannes à chaque projection, quoi. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit dans les grosses industries cinématographiques, et, par exemple à Hollywood, c'est qu'en fait, les stars, elles sont éternelles. Par exemple, on verra toujours Leonardo DiCaprio ou Timothée Chalamet, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec les deepfakes et tout ça, en fait, ils n'ont même plus besoin d'être présents sur le plateau de tournage pour être dans un film. Ils vieillissent jamais. Et en fait, du coup, on voit toujours les mêmes acteurs et actrices en haut de l'affiche. Et c'est aussi des personnages à qui on ne peut pas vraiment s'identifier. Enfin, ils sont vraiment différents de nous, de nos vies. Et voilà. Et alors là, au contraire, dans La vie plus belle, on prend vraiment le contre-pied de l'industrie. Parce que du coup, tout le monde peut s'identifier vu que c'est nous qui sommes à l'écran. Et c'est des gens en fait, qu'on croise dans la rue tous les jours. Et du coup, on se disait que... En fait, peut-être que la suite du cinéma après le Hollywood, ça pourrait être Saint-Éwood, Limoges-Wood, Paris-Wood, Clermont-Wood. Enfin voilà quoi. Chaque ville pourrait être une ville remplie de stars, quoi. Et voilà. Et nous, on est aussi vraiment aux antipodes du cinéma tel qu'il peut être fait actuellement, notamment le cinéma gros budget, les séries et tout ça, parce que, comme on l'a dit, en fait, on tourne vraiment sans moyens. Tous les rôles sont interchangeables et la diffusion est locale. En fait, les épisodes ne sont pas du tout accessibles sur Internet. Du coup, on les diffuse au cinéma et aussi sur des antennes pirates. Voilà, donc c'est que sur des télés à antennes. Donc en fait, ça a commencé. C'était des gens, en fait, un peu des bricoleurs et bricoleuses qui ont piraté des antennes télé avec des fourchettes, etc. Et puis du coup, on a réussi comme ça à pouvoir ensuite être diffusé à la télévision, mais voilà, que sur des antennes spéciales. Voilà, et aussi, en fait, La vie plus belle, ça nous sert de contre-pouvoir. Donc là, peut-être qu'on peut montrer l'extrait numéro 2. Donc voilà, en fait, dans cet extrait, du coup, dans le scénario de Plus belle la vie, et donc dans La vie plus belle, il y avait une manif pour sauver le bar du Mistral. Et on a profité d'une vraie manif contre la réforme du RSA pour pouvoir tourner cette scène et avoir des figurants, etc. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est dit qu'on pouvait utiliser La vie plus belle et ce mode de diffusion comme un contre-pouvoir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est dans une époque où les médias sont contrôlés par des milliardaires ou des millionnaires qui sont complices du gouvernement fasciste. Et du coup, en fait, l'information, elle est détournée, elle est invisibilisée, elle est contrôlée, elle est truquée. Et du coup, on s'est dit qu'avec La vie plus belle, on pouvait montrer des actualités interdites ou au moins invisibilisées. Invisibilisées en fait à la télévision ou dans les médias en général. Du coup, en fait, on communique grâce à la fiction sur des luttes locales qui ont lieu sur des territoires, quoi. On n'en a pas trop parlé, mais en fait, au moment où on s'est dit que 180 ans, c'était trop long, et que du coup, ce serait chouette que d'autres villes participent, en fait, ça a donné lieu à l'international de La vie plus belle. Donc d'autres villes ont pris en charge d'autres épisodes, et ce qui fait que, en fait, du coup, on peut communiquer sur différentes luttes d'une ville à une autre en voyant les épisodes. Voilà, et en fait, là, on s'est dit que, en fait, La vie plus belle, ça permettait de remplacer le temps de spectateur par un temps d'acteur. Et du coup, au lieu de regarder des séries en streaming, etc., en fait, c'est nous qui fabriquons les séries sur notre temps libre. Et du coup, en fait, ça nous permet de aussi reprendre le pouvoir sur nos représentations. Et voilà, en fait, les personnes qui participent peuvent prendre la parole plus librement et se reconnaître en fait dans ce qu'ils regardent, parce que, ils et elles regardent, parce que c'est aussi ils et elles qui les fabriquent. Voilà. Et ensuite, on avait rajouté un petit truc que je ne sais pas trop comment mettre, mais en gros, on s'est dit à un moment qu'on était un peu comme une sorte de centre aéré ou centre social autogéré. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas autogéré parce qu'on n'est pas payé, on ne reçoit pas de subventions
on rentre pas dans un cadre institutionnel, mais en fait on occupe les gens pendant leur temps libre et voilà, et on s'amuse, et en fait il y a vraiment un côté un peu ludique où on est sur le tournage, donc on part de la série de base et ensuite on fait un découpage technique, puis on est sur le tournage. Et en fait, là, à des moments, on se dit « Ah, mais tiens, et si on utilisait ceci, ou si on utilisait cela ?» Et en fait, tout le monde peut laisser aller son imagination, en fait, pour créer la série et faire cet objet en commun qui est La vie plus belle. Merci beaucoup. Ouais. J'avais la chance d'être au Polygone étoilé il y a quelques semaines avec vous, et vraiment, je voulais vous remercier parce que c'est un acte formidable. Moi, j'étais très accro, ouais, à La plus belle la vie il y a quelques années. Mais le fait de, comment dire, d'abord le côté collectif, le côté, c'est la meilleure école de cinéma qu'on puisse imaginer. Hein. Je dirais à façon de, techniquement, il y avait des choses très très bien, et puis comment dire, on sort de l'industrie cinéma qui est tellement pesante, même dans le documentaire, enfin la hiérarchie, les commissions, enfin moi je fais beaucoup de documentaires, mais c'est épouvantable. Et d'un seul coup, on a l'impression que, ouf, il y a un air nouveau qui souffle, j'allais dire depuis les Frères Lumière, c'est ça. On respire. Et vraiment continuer, parce que pour ça, commencer à Saint-Étienne, c'est très bien. Continuer à Marseille, vous étiez à Marseille, là, vous avez tourné aussi. Enfin, c'est une bouffée d'oxygène qui fait beaucoup de bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Comme vous l'aurez compris, donc il y a plein de questions qui étaient aussi évoquées dans les textes d'introduction de cette matinale, qui sont sur la fabrication du cinéma, ses économies, sur la manière de faire un générique, de signer une production filmique, etc. Aussi sur des questions de diffusion qui sont vraiment au centre de votre travail. Peut-être on pourrait y revenir en laissant d'abord la parole à Ryan. Je veux juste dire qu'on avait fait aussi à 6 ou 7 membres du collectif un entretien, et donc voilà, qui fait aussi partie de ce numéro, et donc vous êtes un peu aussi, un segment de cette revue qui a inspiré la matinale. On passe à ta présentation, Ryan. Bonjour, je suis super content d'être là. J'adore le cinéma du réel. Et, merci à tous d'être là. Et moi, en vrai, peut-être juste, j'aimerais bien qu'on monte l'extrait ou que j'en discuterai après, quoi. C'est l'extrait numéro 4, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est l'extrait numéro 4. C'est un extrait d'un film qui s'appelle Le Croissant de Feu, que j'avais présenté il y a 3 ans au cinéma du réel. En vrai, j'ai pris l'extrait qui représente le mieux mon travail, je pense. C'est juste que moi, à la base, vraiment la base des bases, moi, avant de faire les Beaux-Arts, j'étais un ouf de manga. Et en fait, j'ai appris un peu le cinéma en regardant des mangas. Et en fait, quand je me suis confronté aux Beaux-Arts, l'institution, c'était assez violent, je trouvais. Et, en termes de représentation, moi, je suis d'origine algérienne de mes 2 parents. Et je viens de banlieue parisienne. Enfin, j'ai grandi entre Asnières et Gennevilliers, ce qui est assez important dans mon travail. Et dès que j'ai commencé à vouloir travailler sur ces territoires-là, je me suis confronté à 2 problèmes qui étaient que les gens ne comprenaient pas vraiment ce que je faisais. Enfin, en termes de forme, ils n'arrivaient pas vraiment à comprendre ce que ça voulait. Et en fait, il y avait un truc où, sur la représentation, je sentais que ça coinçait, quoi. Et il y avait aussi le problème de l'archive où en fait moi je cherchais des références qui ressemblaient au cinéma dans lequel je voulais aller. Et en fait au Beaux-Arts vraiment il y avait un truc où le seul film qu'on était capable de nous donner c'était La haine. Et moi c'était un truc qui me rendait fou, j'en avais marre de ce film. Et en fait très vite la question de la représentation s'est posée. Et en fait moi quand j'ai commencé à faire du cinéma c'était un peu par hasard parce que d'ailleurs c'est le personnage que vous avez vu là qui est à votre droite. C'est mon cousin Samuel, enfin les deux c'est mes cousins en fait. Mais celui-là à droite c'est mon cousin, celui-là avec lequel j'ai commencé vraiment à faire du cinéma et avec lequel je continue à en faire. Et ouais en fait il y avait cette question de la représentation parce qu'en fait il y avait un truc assez rigolo, mais la première fois que je l'ai filmé, en fait c'était un film où j'avais filmé en train de jouer au jeu vidéo FIFA. Et moi quand je l'ai présenté aux Beaux-Arts je me suis dit c'est super, j'ai fait un film sur le foot et le jeu vidéo, on va parler de ça. Et directement on m'a dit c'est trop bien, tu fais des films sur la banlieue. Et là, je me suis dit, il y a un problème là. Et tout de suite, il y a eu cette question de la représentation qui m'a un peu rendu ouf. Et je me suis dit, en fait, il me faut des références qui vont m'aider à
enfin aiguiller mon travail, quoi. Et en fait, j'en trouvais pas. Et c'est à ce moment-là que je me suis tourné vraiment vers le, enfin bizarrement, je me suis tourné vers le cinéma asiatique et beaucoup vers le cinéma taïwanais. Et en fait, c'est bizarre, mais j'ai fait des espèces d'analogies où en fait, je me suis dit, ah bah Taïwan, c'est un peu comme l'Algérie, parce qu'en fait, c'est à un moment, il y a une grosse immigration, il y a des gens qui se sont dit, bah, on va revenir dans notre pays dans 10 ans, ils l'ont pas fait, ils sont restés là-bas. Et du coup, j'ai fait des petits déclics comme ça dans ma tête. Enfin, le cinéma de Xiaoxian, par exemple, ça m'a beaucoup aidé. Et enfin, de fil en aiguille, en fait, il y a eu ce truc-là où moi, en fait, je voulais parler de cette histoire algérienne, qui était quand même un gros tabou, que ce soit du point de vue français et algérien, en fait. Et en fait, il y a eu des petits leviers de mémoire dans ma tête qui se sont dit, c'est fou, mais en fait, je suis très proche de ma famille, des traditions. Mais il y a un truc, c'est que je connais la vie de personne, quoi. Et personne ne parle vraiment de cette histoire-là. Et je me suis dit, bon, bah, faut que je trouve un moyen. Et le cinéma, ça a été le meilleur moyen pour ça. Et en fait, je voulais parler de cette histoire algérienne. Et à la fois, je me sentais pas très légitime parce que je me dis, bon, bah, c'est quand même dans un point de vue français. Et je me suis dit, bon, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais resserrer le plus fort possible. Et l'histoire algérienne, ça va être ma famille. Et enfin, c'est tout, quoi. Ce sera juste ma famille, l'histoire de ma famille, quoi. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai fait celui-là. Et en fait, là, le film que vous voyez, c'est un film qui s'appelle Le Croissant de Feu. Et en gros, c'était la première fois on avait un peu de budget. On avait 2000 euros pour faire le film. En fait, en gros, j'ai juste acheté une caméra et un zoom pour enregistrer le son. Et en fait, avec mon cousin, on s'est posé, on s'est dit, bon, bah vas-y, on va faire un film, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, il habite dans le quartier des Moulineaux à Agnières-sur-Seine. Et en fait, ça a été assez évident de tourner dans ce territoire-là parce qu'il y a une forte gentrification. Enfin, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment le terminus de la ligne 13. C'est une cité qui est en face. Et moi, j'ai grandi là-bas. Et en fait, j'ai une forte. Enfin, l'histoire française de ma famille a un peu canalisé là-bas parce qu'en fait, mon grand-père, il est arrivé dans les années 57. Du coup, bah, il a grandi dans. Il n'a pas grandi. Il a été dans les bidonvilles de Sartrouville. Après, ils l'ont relogé dans cette cité-là au Morinou au moment où ils l'ont construit. Du coup, il y a eu mes grands-parents là-bas. Il y a eu mes parents qui ont vécu, et moi j'y ai vécu un peu, et mon cousin y habite toujours. Et en fait, ce territoire-là, il subit des gros changements, enfin à cause de la gentrification tout simplement, quoi. Et en fait, tous les, entre guillemets, les autochtones du quartier, quoi, bah là, ils sont en train de partir là. Et mon cousin, direct, enfin, je lui ai dit, bah vas-y, viens, on fait un film sur ça, mais il disait, mais tu sais, genre, ça va être compliqué, parce que nous, en vrai, dans 5-10 ans, enfin, on n'est plus là, quoi. Enfin, du coup, ça fait un peu écho à 2030, parce on avait fait le film en 2020. Et du coup, il y avait cette fatalité qui était là, où en fait, je trouvais ça quand même hyper dur en termes familial, parce que du coup, moi en parallèle, je faisais un peu ce travail-là où j'interviewais ma famille. Et en fait, l'histoire, elle est assez dure, parce que en vrai, c'est des gens qui sont sous colonisation, qui partent en France parce que c'est la grosse misère. On les reloge un peu de manière au hasard. À un moment, c'est des bidonvilles, après, on les reloge dans des. En fait, il y a cette question de l'habitat et de l'histoire qu'ils ne choisissent pas vraiment. Et là aujourd'hui, dès qu'il y a une espèce d'écosystème où en fait ils se sentent bien, en vrai mon cousin il aime bien cette cité-là, il s'y sent bien, c'est comme sa famille là-bas. Et là maintenant on lui dit, bah, il y a des forces supérieures qui lui disent, bah, maintenant vous allez partir, quoi. Et du coup il y a cette fatalité qui était évidente pour nous, et on s'est dit, bon bah du coup le film ça va être tout simple, c'est ok, dans 5-10 ans vous n'êtes plus là, mais où est-ce que vous allez, quoi. Et en fait le film pose cette question-là, et bon, je sais pas si voilà, on pourra pas le voir, mais enfin, la question ne se résout pas vraiment parce que de toute façon, juste ils savent pas où aller, quoi. Et il y a cette question-là de est-ce qu'on repart en Algérie, est-ce qu'on n'y repart pas, mais en fait l'Algérie c'est pas chez nous, mais en France on nous fait pas sentir chez nous. Et il y a quand même un processus dans le travail qui pour moi est hyper important parce que là c'est un sorte de docu-fiction. Et en fait je laisse toujours la place, parce que moi la question de l'auteur elle est super importante. En fait, je pars du principe que je bosse sur des histoires de gens, ou des fois c'est des histoires communes, mais je veux que cette histoire-là soit le plus respectée possible. Donc moi déjà, ça commence dès l'écriture, où en fait, généralement, on bosse à deux. Et en fait, c'est la personne que je considère comme l'auteur-autrice de ce récit-là qui va limite finir le scénario, me dire, bon bah là c'est bon, c'est fini. Et là, à partir du moment-là, on peut tourner. Et après, c'est soit on fait un processus de fiction où là dans le Croissant de Feu, c'est un peu, enfin, on a fait un peu les deux. En fait, on a fait les deux parce que moi, je voulais que tout soit en fiction, mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient assez mauvais en acting, quoi. Et en fait, ils se prenaient tous pour Robert De Niro, donc c'était tout de suite un peu compliqué, quoi. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, il y a juste mon cousin Samir qui est assez à l'aise pour faire de l'acting. Il est assez fort, en vrai. Et je lui ai dit, bon, en fait, toi, tu vas être l'élément de fiction dans des scènes documentaires, quoi. Donc, en gros, lui, il a activé des scènes. Enfin, pour faire parler les gens, quoi. Et du coup, c'est un film qui dure 35 minutes, 300 minutes, quelque chose comme ça, quoi. Et après, il y a tout un processus où, du coup, le tournage est fini. Le montage, généralement, je le fais quand même une partie tout seul.
Et après, à la fin, c'est eux qui me donnent le final cut, quoi. Et après, on fait des espèces de deals d'argent, parce qu'en fait, les contrats, c'est toujours un peu compliqué dans ces cas-là, où en fait, soit on décide un pourcentage de ce qu'on lui donne ou pas, et voilà. Et là, je crois qu'on avait gagné 1000 euros, et enfin, du coup, on avait divisé, on était 4 ou 5, on était 5 sur le film, du coup, on a divisé en 5, quoi. Et après, enfin, j'ai peut-être parlé de mon dernier film qui s'appelle Après le soleil. Et en fait, Le Croissant de Feu, enfin, je l'ai pas dit, mais c'est une trilogie. Parce qu'en fait, dès que j'ai commencé à travailler sur ce premier film-là, je me suis dit, putain, mais c'est ouf, mais en fait, j'ai envie de faire parler aussi les autres générations. Il y avait ce truc-là enfin, il y avait ce truc-là d'histoire familiale, et je me suis dit, bah, c'est quand même très dommage de ne pas faire parler ma mère et mes grands-parents. Et du coup, en fait, c'est devenu une trilogie où, en fait, il y a un deuxième film qui s'appelle Le Jardin, qui est sur mes tantes, et il y en a un troisième qui s'appelle Mina, qui est enfin, du coup, sur mes grands-parents. Et en fait, quand j'ai fait le deuxième film, qui est là pour le coup très documentaire, où en fait j'ai essayé de reproduire une sorte de tableau impressionniste avec mes tantes qui racontent leur histoire dans ce territoire-là des Morinos. Et en fait, elles me disaient que elles sont nées dans les années 60, elles sont nées en France, donc c'est un peu la première génération des immigrés algériens à naître en France. Elle me disait que pour elle c'était super compliqué parce que en fait à la maison en fait les parents étaient très peureux de perdre cette tradition algérienne et toute cette culture là. Donc vraiment la famille les poussait à rester. Enfin il y avait un truc où on avait peur que la culture parte quoi, disparaisse. Et en fait la France bah c'était super violent dehors où l'assimilation était très très forte quoi. Et en fait il y avait un truc de schizophrénie qui était très dur pour elle. Mais elle disait que le seul moment de l'année où elle se sentait bien, c'était le voyage qu'elle faisait pour aller en Algérie en voiture. Et c'était pas la destination de l'Algérie qui les intéressait, mais vraiment ce voyage qui durait 3 jours et qui partait du coup d'Asnières-sur-Seine. Et c'était soit en fait elles s'arrêtaient à Marseille et prenaient le bateau, soit elles allaient en Espagne, mais ça c'était un peu plus tard l'Espagne, parce qu'il y a eu l'autoroute après, où c'était du coup France, Espagne, et du coup il y avait un peu de route en Algérie. Et en gros j'ai décidé d'en faire une fiction parce que mine de rien c'était assez dur de... Enfin il y a un truc où à la fin c'est un peu dur pour moi, où j'ai l'impression de porter toute une histoire familiale quoi. Donc en fait, j'ai essayé du coup d'inverser le rapport, où j'ai dit à ma mère, bah viens, du coup cette histoire-là que je trouve trop intéressante, viens, on fait un travail de documentation ensemble, et après on en fait une fiction. Comme ça, moi je te laisse tranquille, ou même elle en avait un peu marre d'être sous les projecteurs, quoi. Et du coup voilà, pendant un an pour Après le soleil, et en fait j'ai bossé avec ma mère pendant un an. Alors, ma mère et mes tantes, on a vraiment gratté dans les souvenirs, parce que mes tantes elles ont 60 ans, et c'est un voyage qu'elles faisaient quand elles avaient 14 ans. Et en fait, on a gratté dans les souvenirs pendant un an pour savoir qu'est-ce que signifiait ce voyage-là, enfin, c'était quoi la liberté pour elle, enfin, c'était quoi le rapport avec les parents, enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans ces époques-là. Du coup, c'est un film qui se passe dans les années 80. Et après, du coup, à un moment, dès que la documentation s'est finie, moi, je l'ai transformé en scénario. Ça a été validé par ma mère et mes tantes. Et après, il y a un truc qui a été super intéressant. Là où, en fait, je faisais jouer les auteurs, autrices des films, et là, en fait, ça a été rejoué par des acteurs. Et en fait, là, c'était trop rigolo à faire parce qu'en fait, c'est ma mère et mes tantes qui ont fait le casting du film. Et en fait, celle qui disait oui, lui, non. Et enfin, ça, c'était trop bien, ça, pour le coup, quoi. Et après, du coup, dès qu'on a eu le casting, il y a eu le papa, la maman, il y a eu ma mère, une de mes tantes. Il devait y avoir une deuxième, on n'avait pas assez d'argent, on n'a pas pu la. Enfin, en même temps, il a dû sauter. Et il y avait un petit qui était mon oncle, enfin, la représentation de mon oncle. Et là, c'était super intéressant parce qu'en fait, le travail d'acting ou le jeu, en fait, il a été fait avec ma mère, quoi. En fait, c'était les acteurs, ils appelaient ma mère en mode oui, mais comment on fait pour. Enfin, est-ce que tu peux me donner des mimiques que tu as, enfin, comment tu fais, est-ce que tu peux me raconter ton histoire et tout. Et en fait, le tournage, il a été fait comme ça, quoi. Et en fait, il n'y avait pas de dialogue. Et tous les jours, en fait, on construisait ensemble. Enfin, on avait ma mère au téléphone et on lui disait les scènes et dit bon, non, ça c'est pas réaliste, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Et après, du coup, il y a eu voilà, après, on est parti en montage. Et après, la fin, comme d'hab, du coup, c'est ma mère qui a fait le final cut, quoi. Voilà. Et le film, il est sur Arte en ce moment? Ouais, il est sur Arte. Donc, si vous voulez le voir. Voilà. Il s'appelle Après le soleil. Après le soleil. Pardon? Ouais, un streaming. Même Ouais, il est si, sur Arte. Vous tapez Arte Après le soleil, vous le trouverez. Après le soleil sur Arte. Et non, enfin, moi vraiment, ce qui peut résumer mon travail, c'est enfin, cette question de la représentation. Où, en fait, à un moment, ce que je trouve triste un petit peu sur cette histoire de cinéma, c'est que, en fait, à un moment, il y a des profils un peu comme les miens qui pop, quoi. Et il y a un truc, c'est que ça a été assez violent, mine de rien, la phase d'apprentissage pour arriver au cinéma.
où en fait j'avais l'impression d'être méga. Après, là je vous parle d'un point de vue beaux-arts, j'ai pas fait d'école de cinéma. Et en fait, il y avait une telle marginalisation où en fait c'était hyper dur parce que moi, quand je faisais des films, on me parlait pas de travail du film, ni de la partie artistique, mais on parlait que de sociologie. Donc il y avait un truc où même moi, ma position d'auteur-réalisateur, elle était un peu bizarre. Et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que la place des archives en France sur des films qui m'intéressaient, et là, en fait, je peux juste parler du cinéma algérien qui a existé à un moment. En fait, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert très tard, quoi. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a même pas 5 ans. Et en fait, j'étais à des années-lumière de penser qu'il y a eu un aussi bon cinéma algérien, quoi, qui a popé dans les années 70 après l'indépendance. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ralenti, moi, personnellement. Et en fait, moi, c'est vraiment cette question-là de l'archive où je me dis, mais pourquoi à un moment, on n'archive pas ces choses-là, quoi. Enfin, en tout cas, c'est très mal archivé, quoi. Oui, il y a une initiative en ligne qui d'ailleurs, comme par hasard, est faite par un Stéphanois, qui s'appelle les archives numériques du cinéma algérien, mais qui a un boulot assez incroyable de répertoire de choses qui effectivement ne sont pas distribuées, rééditées, valorisées, à la fois par l'industrie occidentale, européenne, mais aussi de ce que dit Nabil aussi par rapport au manque d'initiative de l'État algérien lui-même, mais effectivement qui essaie de pallier un peu à ça avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, donc sans l'argent et tout, parfois ça permet pas de faire les choses bien et ça permet pas en tout cas de faire en sorte que ça arrive vraiment à tout le monde, l'accès à ça. Est-ce que si vous avez des réactions, on peut prendre le temps, sinon on peut revenir sur ce que tu viens de nous raconter et que je pense rebondit pas mal sur des éléments de la vie plus belle, que ce soit voilà, faire de la représentation du cinématographique là où il n'y en a pas trop, sans nécessairement attendre le moyen qui arrive avec les proches, etc. Sinon on peut passer Juste, peut-être tu peux nous dire ce qui fait que tu as choisi cet extrait précisément, parce qu'il y a cette idée de rejouer comme ça. Enfin voilà, juste rebondir sur cet extrait en particulier. Bah en vrai, il y a un truc où je dis tout le temps, c'est que moi j'ai commencé le cinéma grâce à Dragon Ball déjà. Et il y avait un truc, c'est que dès que moi j'étais un ouf de manga quand j'étais petit, et en fait c'est juste le découpage des cases dans les mangas qui m'a aidé à construire mes plans de cinéma. Et en fait, il y avait cette scène-là qu'on a fait ensemble. Et en fait, c'était mon cousin, il m'a dit, ouais, mais en fait, il y avait ce truc-là qui était très lié au réel, en fait, dans le Croissant de Feu. À un moment, on voulait casser ça. Et mon cousin, il dit, bah, en vrai, le meilleur truc pour casser. En fait, le film parle de voyage, mais en vrai, moi, quand je regarde des mangas, il y a cette idée du voyage, quoi. Et en fait, j'ai trouvé cette idée hyper intéressante. Je dis, bah, comment on peut la mettre en scène? Il dit, bah, vas-y, bah, de toute façon, moi, je fais ça tout le temps, mais quand je regarde un épisode, bah, du coup, je le joue, quoi. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on l'a fait. Et en fait, je trouve que ça résume un peu mon travail, quoi. Il y a un côté de culture populaire que j'adore, que j'ai essayé de mixer avec du coup ma réalité de vie, quoi. Et voilà, je trouve que c'est un peu l'extrait qui résume un peu mon travail, quoi. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. D'après ce que vous dites, je remarque que vous remettez vachement en cause la question de l'auteur, en fait, votre position par rapport à un statut d'auteur, etc., qui est vachement présente dans le cinéma français. Et puis le collectif aussi, je pense, vous êtes un peu dans cette démarche-là. Je voudrais savoir si pour vous, cette remise en cause-là est une condition pour une survie du cinéma, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à un avenir, une continuation, retarder la fin du cinéma? Est-ce que ça passe par remettre en cause ces schémas d'autorité quelque part? Merci encore. C'est une super question en vrai. Mais non, moi en fait c'est un peu mon expérience des Beaux-Arts parce que du coup les Beaux-Arts ça te forme quand même à devenir artiste. Et moi il y avait un truc qui me rendait fou aux Beaux-Arts, c'était que en fait la construction de l'ego, en fait l'artiste il est un peu tout puissant dans son studio et moi c'est quelque chose qui me rendait fou. Et en fait même dans l'art contemporain c'est que on n'est pas tout seul en vrai. Il y a les artistes, quand on va bosser avec des institutions, il y a des gens, il y a des critiques d'art, il y a ça. Et en fait, c'est toujours l'artiste qui est au milieu. Et moi, cette idée-là, je l'ai toujours réfutée. Et même quand on fait du cinéma, je fais pas du cinéma tout seul. On est tout un groupe, quoi. Il y a cette position de l'auteur, moi, je la réfute totalement. Et en fait, ouais, c'est des jeux de pouvoir qui m'intéressent pas trop, moi, personnellement. Et moi, en fait, il y a quelque chose aussi en fait, c'était cette question-là de la haine aussi, un film qu'on n'arrêtait pas de me faire regarder. Et c'est bon, j'y voyais pas d'intérêt plus que ça, quoi.
où en fait vraiment on a essayé de mettre ce truc-là du réalisateur qui arrive dans un territoire, qui va filmer ce territoire-là. J'ai dit non, moi jamais de la vie je fais ça, quoi. Et en fait pour moi c'est hyper intéressant que les gens qui soient filmés aient des choses à dire, quoi, et jusqu'au bout, quoi. Après il y a quand même enfin faut pas enfin là aujourd'hui c'est moi qui parle de ces films-là, c'est moi qui parle de ces gens-là, c'est pas eux. Donc enfin j'ai conscience que ça aussi c'est limite, quoi. Donc enfin même au niveau de l'argent, enfin l'argent en vrai dès qu'il y a de l'argent, bah, ça arrive sur mon compte, ça arrive pas sur leur compte à eux. Et enfin voilà, enfin pour moi c'est des choses en tout cas à questionner. Enfin il est grand temps de questionner ça dans le cinéma français en tout cas. Du coup, moi, je veux bien répondre pour le collectif À Vie plus belle. C'est vrai que pour nous, l'auteur, enfin notre squelette, donc c'est Plus belle la vie, et ça nous débarrasse de la question du scénario, de qu'est-ce qu'on raconte, qui le raconte, etc. Et c'est une vraie liberté, ça nous permet vraiment d'avoir cette bouffée d'oxygène dont vous parliez tout à l'heure. Ça permet vraiment de libérer les gestes de création du fait même qu'on n'est pas détenteur, personne n'est propriétaire du scénario, et il est déjà là quelque part. Et effectivement, ça peut être une piste pour l'avenir du cinéma, parce qu'il y a aussi cette idée que il y a cette histoire de remake permanent aussi dans le cinéma, que finalement les histoires elles circulent et que le propriétaire des histoires il n'y en a plus vraiment. Et donc est-ce que voilà, finalement ce qui compte c'est pas comment on fait les histoires plutôt que qui fait l'histoire. Et l'autre chose aussi peut-être qu'on n'a pas dit, c'est que sur les génériques concernant La vie plus belle, effectivement il y a pas, en fait il y a des prénoms mais il n'y a pas de nom de famille. Et il y a cette idée vraiment voilà, que comme pour tout le monde est interchangeable et donc il y a voilà, les identités des gens ne sont pas extrêmement importantes. Je vais passer le micro, mais juste, je voulais dire une chose qui nous intéressait en présentant la journée, c'est, en tout cas moi qui m'intéresse aussi, c'est justement remettre peut-être en discussion le statut de l'auteur, de l'artiste, pas juste dans une économie symbolique, mais aussi dans une économie matérielle, dont on racontait de comment tout le monde en profite ou personne en profite. Mais aussi peut-être la question de la propriété intellectuelle et dans un système qui peut être pas mal construit sur les droits d'auteur comme système de rémunération ou qui permet de faire circuler ou pas les images. Et au début, vous aviez aussi eu un petit problème avec les actuels détenteurs des droits, voilà, qui ont juste détiennent ces droits juste grâce à un capital économique qu'ils avaient et pas à un mérite particulier. Et voilà, donc juste peut-être remettre en discussion l'auteur, mais aussi le droit d'auteur, ce que fait aussi le collectif L'Abuse, qui était invité, je pense, au Forum public il y a 2 jours, qui travaille beaucoup sur des manières de rémunérer l'activité artistique et aussi intellectuelle des auteuristes au sens large, sans passer par la vente qui est un peu rentière de l'exploitation des œuvres. Moi, je voulais rebondir sur la scène de votre film où je trouvais ça complètement hallucinant la manière dont votre cousin, enfin les deux, se rechargent avec le film de manga. On a l'impression qu'ils se réélectrifient, qu'ils prennent toute l'énergie du film et qu'ils prennent un pouvoir grâce au film. Et du coup, je trouvais que c'était un film qui rendait hommage au film. Au film d'auteur, mettons. Et je trouvais que c'était vraiment le plus bel hommage qu'on puisse faire au cinéma, de montrer vraiment en acte comment, et pour Plus belle la vie, il y avait aussi ça d'ailleurs, ce phénomène-là, de donner une espèce de pouvoir aux gens en réciprocité par le film, en voyant le spectateur en action, en train de s'illuminer, de revivre des scènes de son enfance peut-être, on imagine que ça doit être dans son enfance, et de sentir qu'il a grandi avec ce personnage, que ça lui a donné de la force. Et vraiment, je trouvais que c'était vraiment un hommage au cinématographie, enfin, une espèce de monument, quoi, de cette scène. Vraiment, je vous remercie. Mais aussi pour Plus belle la vie aussi, j'avais cette impression avec la manif en particulier, de sentir que le personnage qui portait la grande banderole Mistral, il vivait un moment d'extase, à la fois défendant son café et en même temps, il était complètement extatique dans cette scène grâce à la caméra aussi. Donc c'est aussi un pouvoir donné à la caméra que je trouvais aussi extraordinaire. Je dis juste que la personne qui joue, c'est aussi un fan de manga, et quand il dit justement il passe en mode vénère, il est dans ce langage-là en fait. Il reprend ce type de fiction, quoi. Est-ce que Gwenola, tu as envie d'enchaîner s'il n'y a pas de réaction immédiate à présenter ton travail? Après,
on continue d'ouvrir et discuter. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je bascule sur la question de l'énergie, puisque je vais montrer un extrait d'un film en cours. L'extrait dure 12 minutes, c'est peut-être un petit peu trop long, je ne sais pas. Bon. Je pense que je vais surtout parler après, mais certainement l'ambiance va être un peu plus dystopique. Je m'en excuse d'avance, que c'est sur une catastrophe climatique et la disparition d'une forêt, dont après 2 ans, puisque c'est sur l'incendie de la forêt des Landes en 2022 suite à une grande canicule. Et ce film a été un peu fait en hommage à une forêt disparue. Enfin, il est en train de se faire. Il est en plusieurs volets. C'est un peu un diptyque. Donc là, c'est la première partie voilà, en cours. Et qui continue pour moi aussi un hommage dans le sens où la forêt ayant disparu, tous les hectares sont partis en fumée, mais il n'y a pas eu de monument. Il n'y a pas eu de rituel ni de marche silencieuse pour parler de ces arbres, de ces écosystèmes disparus. Et la seule chose qui me semble être restée, c'est ce que je vais montrer, qui est co-réalisé avec le philosophe Pierre Casounogues, et qui, à ce stade, peut-être fera peut-être débat, je ne sais pas. Enfin, du coup, m'amènera à en parler plus après, parce que c'est peut-être plus simple. Bon, alors, j'ai prévu de lire un tout petit texte parce que c'est trop dur de ne pas lire. Non, en fait, le film fait partie d'un livre qui s'appelle Les images pyromanes, sur la question principalement des IA génératives, mais aussi de la dépense d'énergie. Et disons que je pense que la principale motivation de cette forme de montage, de rush, qui sont principalement donc des images prises sur le moment de la part de tous ceux qui vivaient l'incendie dont on faisait partie, puisqu'on était dedans. On fait partie aussi de tout ce qui s'est passé, l'évacuation, etc. Participe d'une trace d'un événement qui finalement n'a pas de trace en fait véritable, dans le sens où les seules images qui étaient présentes, c'était soit des médias bien cadrés, images esthétiques, caméraman à l'appui, images de médias, avec beaucoup aussi les politiciens qui accusaient les écologistes d'avoir laissé la forêt. Donc les écologistes étant coupables de ce feu. Comme on peut voir dans le film, c'est pas vrai, puisqu'il s'agit d'une camionnette qui prend feu. Et puis principalement des vacanciers qui se sont retrouvés complètement pris au piège et dépourvus et impuissants, et dont la seule chose qu'ils peut-être pouvaient faire, c'était filmer avec leur téléphone portable et envoyer sur leur réseau. Et souvent des gens très jeunes, puisque c'est beaucoup des campings, principalement des ados, quoi, ou des post-ados en vacances avec leurs parents, et d'où le côté selfie, et qui constituait une autre matière qui nous semblait un peu la matière plus vivante de l'incendie, qui, elle, n'était pas forcément dans les médias et qui n'avait pas vocation à rester ou à durer, qui étaient plutôt des traces comme ça assez légères qu'on s'envoie, mais qui, du coup, avec le recul de ces 2 années, ayant cherché en permanence pendant 2 ans les traces de cet événement, enfin de cette catastrophe, me semble finalement juste et raconter aussi finalement l'envers du décor, quoi. Et donc, d'où ce montage un peu en cours de se dire finalement, peut-être c'est quand même important de les montrer, bien qu'elles soient choquantes, voilà, évidemment c'est choquant, c'est un choc, quoi. Mais quand même, ça fait partie de cette histoire et de ce que les gens ont vécu. Et voilà, donc ça c'est la première partie du film. Et donc, principalement, ces regards constituent, comme dit Pierre, une sorte de carte synaptique, parce qu'en fait, finalement, c'est plein de petites touches de vidéos qui se transfèrent partout. Tous les gens s'envoient des millions, il y en avait des centaines et des centaines, des films comme ça. Et ces toutes petites touches, en les collectant, c'était l'idée de raconter ça par... voilà, c'est ces petites impulsions comme ça, des smileys, des machins, des trucs, et ça constituait comme une sorte de synaptique de choses qu'on ne pouvait pas appréhender par une seule caméra. Je sais pas si peut-être
j'aurais tellement de choses à dire que... disons que ce que je peux dire sinon par rapport au livre, c'est qu'une partie du film se fait aussi sur cette région, parce qu'au départ, il s'agissait de faire un film sur la région du Pilat qui est menacée par la submersion et la montée des eaux, notamment toute la côte ouest du littoral, en particulier le sud-ouest, et aussi des coins de Bretagne, et évidemment la Normandie, enfin, voilà, tout ce qui touche la montée des eaux. Et en particulier, cette région, on l'a documentée depuis pas mal d'années pour raconter une région qui s'est créée un peu, notamment autour d'une station balnéaire, la station d'Arcachon, qui s'est créée artificiellement avec la plantation des pins au XVIIe siècle, XVIIIe siècle et XIXe siècle plutôt, et qui a créé donc de toutes pièces une sorte de paradis balnéaire, selon Jean Cocteau, qui avant n'était que des dunes, du sable, et il n'y avait pas ces forêts, il n'y avait rien. Et donc on raconte cette histoire, et on raconte aussi, on imagine son futur, dans un futur où ça reviendra peut-être comme avant, c'est-à-dire de nouveau des dunes de sable, des marais, puisque les forêts sont vouées à disparaître, parce qu'elles ne pourront pas tenir les futures températures, et que l'eau est vouée à monter. Et donc tout ça, de toute façon, va être enseveli par l'eau une grande partie de l'année. Donc il y avait aussi l'idée de se projeter dans un futur qui, là, paraît exceptionnel, mais qui pourrait être malheureusement plus fréquent. D'où l'idée d'être dedans et de raconter aussi une catastrophe qui finalement, on retrouve aujourd'hui en Corée du Sud, qu'on a vu à Los Angeles dans les médias, qui revient régulièrement au Canada, etc. Et en 2022, c'était effectivement toute l'Europe, en particulier la Grèce, le Portugal et l'Espagne qui brûlaient l'été 2022. D'où l'idée aussi de se dire, voilà, c'est ça, quoi. On y est aussi, quoi. Est-ce que tu pourrais aussi peut-être nous parler de cette partie du film qu'on n'a pas vue et que tu as annoncé par rapport au livre Les images pyromanes, qui est donc qui concerne les IA génératives et l'IA. Donc on a vu tout cet imaginaire plateformisé qui est celui produit par les usagers et usagères de TikTok, qui fait partie de son film. Et ensuite, il y a ce sujet qui est celui des images produites par l'intelligence artificielle, qui occupe quand même, comme c'était évoqué dans votre présentation au début, donc qui en ce moment, pour des bonnes et des mauvaises raisons, est en train de prendre beaucoup de place dans le rapport aux images et dans aussi la manière dont on se projette dans l'avenir des images. Oui, petite parenthèse, il n'y a pas de générique dans cette version de montage, mais évidemment il y a un générique avec toutes les sources et toutes les personnes qui participent au film, qu'on essaye de contacter. C'est pas facile parce qu'elles ont changé de pseudo, ils étaient ados en 2022, donc ils changent de plateforme, beaucoup ne sont plus sur TikTok. C'est un vrai travail de détective de retrouver tous ces gens. Si vous en connaissez, n'hésitez pas. La suite du film donc raconte la région avant, après, pendant, et raconte aussi la manière dont on a essayé avec des IA de créer des archives d'une région qui n'avait pas d'image, notamment au XVIe et XVIIe siècle. Il n'y avait que des cartes. Et donc on a essayé, et en faisant ce travail, on a fait un travail tout aussi critique sur la dépense d'énergie des IA génératives, et le fait qu'elles impliquent aussi une forme de spectacle de la dépense d'énergie. C'est-à-dire que c'est aussi une forme de spectacle que de montrer ces images qui sont en fait des énormes incendies en termes de dépenses, ou des courses automobiles, comme dit Pierre Cassonogues, pour comparer, avoir une métaphore, mais ça pourrait être une fusée qui s'envole dans l'espace, qui est filmée, qui raconte aussi comment la dépense d'énergie peut se mettre en spectacle, et comment c'est aussi problématique de jouir de cette dépense d'énergie, qui peut être évidemment le cas pour un feu d'artifice, où on est à un moment, on voit tout l'argent d'une commune qui est dépensé en feu d'artifice, mettons, une fois par an, pourquoi pas. Mais quand c'est fréquent et que c'est quotidien et que cette dépense d'énergie est donnée à tous les instants de nos vies via nos portables, nos téléphones, et qu'on a ces images génératives à tous les moments de nos actions indirectement, sans le vouloir, ça pose d'énormes problèmes de société, en fait, finalement. Qu'est-ce que ça signifie ?
Et donc on imagine, donc dans le livre, il y a une sorte de satire où on pousse ça encore un peu plus loin, et on imagine un moment qu'il n'y aurait même plus de jeux de casino, qu'il n'y aurait plus de courses automobiles, mais les gens ne passeraient leur temps qu'à regarder ces images de dépenses d'énergie qui sont très coûteuses, puisque non seulement l'image est coûteuse en termes de dépenses, mais elle est aussi coûteuse en termes de modèles d'entraînement, parce que pour les fabriquer, c'est des entraînements sur des grandes bases de données qui sont de plus en plus chronophages énergétiquement. On le sait, puisqu'on a eu notre sommet sur l'IA, donc on a pu voir les chantiers mis en place pour faire advenir tous ces data centers, etc., tels qu'ils nous sont promis. Et donc, c'est aussi, dans le livre, c'est abordé d'une manière de question, c'est-à-dire qu'un questionnement, qu'est-ce que ça signifie qu'une société qui finalement va vers cette volonté de voir ce type d'image. Qu'est-ce que ça signifie en tant que tel, et qu'est-ce que ça signifie aussi en termes de changement, de paradigme et de conscience aussi, parce que souvent cette dépense, elle est cachée en fait. Cette dépense d'énergie, elle n'est pas visible. On la voit un peu presque métaphysiquement, où on a cette sensation, mais on n'a pas derrière tous les data centers, les câbles sous-marins, les modèles, on ne les voit pas, ils sont invisibilisés. Et donc il ne resterait par exemple que le spectacle du feu qui brûle de façon décorative, parce qu'en plus ces images sont un petit peu lisses et statistiques, donc elles sont l'inverse de celles qu'on a vues là, qui sont déjà un peu déréalisées, puisque souvent la musique, qui est la musique du moment dans les rushs qu'on a vus, donc c'est un peu des clips en fait, ne montre pas par exemple le bruit du feu. On l'a jamais dans les rushs qu'on a trouvés. Il est jamais présent, c'est toujours une musique ajoutée, ou de temps en temps il y a des petits crépitements, mais c'est assez rare. Et donc déjà on est dans un effet de déréalisation avec la plateforme. Et là, avec les IA, l'effet de déréalisation va encore plus loin, puisqu'il s'appuie sur des modèles qui sont extrêmement statistiques, donc ils prennent un peu des moyennes des images. On peut les détourner, mais c'est toujours un travail assez difficile. Donc il y a cette interrogation qui nous a beaucoup amené, et donc en fait indirectement cet incendie a été un peu le point névralgique de ce questionnement qu'on a sur cette dépense, ce problème de la dépense. Et puis il y a aussi le problème de l'addiction, notamment qu'on a pu vivre aussi avec ces images-là. On sent une addiction à voir ce type d'image spectacle. Même si c'est terrible, même si c'est la catastrophe, même si c'est horrible, il y a aussi une addiction de ce type d'imagerie qu'on a aussi pu voir dans les incendies de Los Angeles, qui sont aussi nourris des films catastrophes, où il y a effectivement un côté Néron de tout un chacun, nous y compris, hein, c'est pas du tout pour jeter la pierre, mais c'est humain en fait, de tout d'un coup voir un truc complètement hallucinant, d'avoir les yeux écarquillés, d'être hypnotisé, et de voir un spectacle au-delà de ce qu'on peut imaginer, et de se dire mais c'est pas possible. Je veux comprendre, alors je veux en voir d'autres, parce que je ne comprends pas ce qui se passe, et je reclique sur la plateforme, et puis je regarde une autre, etc. etc. Et donc ça participe aussi de cet effet un peu pyromaniaque qu'on appelle pyropictomane. La pyropictomanie est l'ère des pyropictomanes. C'est aussi un peu une satire, mais ça questionne. Je sais pas si ça. Je voulais dire que ces enjeux-là, ils étaient aussi dans les textes, les vrais faux documents sur la diffusion qui imaginaient dans les années 2030, il y aurait eu un regroupement de gros monopoles de la diffusion en streaming. On se retrouverait qu'avec deux grands monopoles qui sont Disney Prime et Netflix Lumière, et qui exploitent des technologies encore plus rapides pour avoir des définitions encore plus riches, qui s'appellent la 6G+, mais qui sont dans un monde où ils doivent naviguer à travers 1000 aléas climatiques qui créent des dégâts à l'infrastructure, et donc pour avoir un approvisionnement énergétique constant, vont construire des petits réacteurs nucléaires à côté des data centers afin de faire en sorte qu'ils puissent continuer à tourner et à dépenser de l'énergie, et que les gens puissent continuer à regarder des images, même si voilà, tout ce qui les entoure se délite à des rythmes assez accélérés.
je crois savoir que les images de la NASA que vous avez utilisées viennent d'avoir leur subvention totalement coupée par Trump. Donc, justement, ces images qui étaient très utiles et ce travail de la NASA est en voie de disparition très prochaine, qui va aussi avec le reste de l'histoire de ce que l'on est en train de vivre. Alors ça, c'est incroyable. Alors, ces images de la NASA, pour raconter le... En fait, la NASA, c'est le site FIRME, F-I-R-M-E, qui donne en monitoring les incendies de la planète avec un délai de 3 heures. Donc, on peut faire 24 heures, 3 heures, et on affiche les incendies qui sont visibles les 3 dernières heures ou les 24 dernières heures. Et pendant les incendies, justement, des Landes, ils étaient très utilisés par les pompiers, déjà, mais aussi par les habitants, parce que on était dans une zone, la plupart des vacanciers n'ont pas forcément de voiture. Nous-mêmes, on travaillait, mais on n'avait pas de voiture. Et donc, en fait, on servait de la carte pour savoir s'il fallait partir ou pas, sachant que personne ne savait trop quoi faire. Et donc, on était en permanence scotché sur cette carte avec la carte des vents pour essayer de comprendre s'il fallait rester, s'il fallait... voilà, on ne savait vraiment pas comment agir, vraiment ce qu'il fallait... Et c'est qu'au tout dernier moment que l'évacuation a lieu, mais je pense que ces cartes doivent être très très utiles dans les territoires où il n'y a pas forcément une ville à côté, dans la campagne, dans les villages. Elles sont extrêmement utilisées dans tous ces problèmes comme ça d'incendie. Ces coupes des budgets de la NASA vont mettre en danger très directement les travaux du GIEC. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que je reviens là-dessus, quelque chose qui m'avait le plus choqué et qui peut-être fait partie des motivations pour faire ce film. Ça a été pendant tout l'été 2022 le maire de La Teste et ses élus qui ont accusé les écologistes pendant tout l'été d'avoir mis le feu à la forêt. Directement. Vous pouvez regarder les rushs. À un moment donné, il y avait une partie du film où on essayait d'aller là-dessus. Puis on a enlevé cette partie, mais ça pourrait être un autre documentaire consacré à ça. Et en particulier, ils accusaient les écologistes parce qu'ils considéraient qu'ils n'avaient pas entretenu des sortes de pare-feu en laissant l'idée que la forêt devait être un petit peu plus se régénérer. Et donc on ne pouvait pas tout raser tout le temps. Et en fait, c'est totalement faux. C'est une fausse accusation. C'était une manière de chercher un bouc émissaire facile, exactement comme le fait Trump aujourd'hui, comme il l'a fait pour la Californie, parce qu'on n'a pas arrosé son golfe, en gros. Et donc, vraiment, les écolos, dont je me sens vraiment faire partie des écologistes. Donc, on est vraiment les premiers boucs émissaires de ce genre de situation, et c'est vraiment une manière de retourner l'arme contre les principales victimes indirectement. Et cette méthode qu'on voit faire régulièrement à chaque fois, aussi bien Trump que d'autres États d'ultra-droite, est extrêmement problématique. Je pense qu'il faudrait agir en amont, pour s'armer en avance d'arguments, arriver à préparer sa défense. Moi, j'ai passé l'été à chercher, avec Pierre, à me défendre de ces accusations, et y compris par le fait que les pouvoirs et les municipalités imaginaient même qu'il fallait couper plus d'arbres pour éviter les incendies. Donc limite, dératiser détruire un peu tout ce qui pouvait être par terre, tout enlever, parce que là, c'est l'arbre qui devient criminel, en fait. C'est lui qui vous attaque, donc il faudrait le couper, comme ça il n'y a pas d'incendie, puisque le problème c'est les humains, il ne faut pas qu'il y ait d'humains qui soient blessés, etc. Je comprends bien, mais en même temps, on ne peut pas vivre sans arbres. Donc il y a un moment donné où tout était détourné dans le mauvais sens. Et donc ça a été une telle colère intérieure qu'il fallait faire quelque chose, au moins laisser une trace de quelque chose de ce moment. Mais merci beaucoup, parce que c'est vraiment une information qui est très très importante. Je pense qu'il faut se préparer à agir en avance, avant que ça arrive, ce genre de... Je ne sais pas comment. Oui, merci beaucoup pour toutes les interventions, tous les films. Excusez-moi, je n'ai pas beaucoup de voix. Je connaissais aucun des films et des projets, je trouvais tout incroyable, donc bravo. Et je me demandais, puisque
je voulais poser une question sur un peu l'adresse, sur comment est-ce qu'aussi, dans l'idée, retarder la fin du cinéma et cinéma dans les années 2030. Je me demande s'il n'y a pas presque une raison d'être optimiste, puisque si jamais on prend... si on s'imagine effectivement une situation, moins d'électricité, de plus en plus de difficultés à faire tourner ces data centers, etc., est-ce que même il va rester en fait des gens qui voudront voir des images ultra majoritaires en fait? Parce que si ça coûte un demi-mois de salaire de s'abonner à Netflix, peut-être que les gens le feront plus en fait, et que donc des perspectives plus modestes deviendront ce que les gens feront. Peut-être que je suis totalement naïf, hein, mais je me demandais ce que vous, ça vous inspirait, puisque je me dis que, justement, par exemple ces images par IA, si pour en générer une, il faut, si ça coûte l'équivalent aujourd'hui d'un resto étoilé, peut-être que les gens ils préféreront, ou de 10 places de cinéma, peut-être que les gens ils préféreront payer une place de cinéma et aller voir La Vie plus belle, quoi. Même si y a moins d'effets spéciaux, mais ça leur parle peut-être plus, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous pensez de ça. En fait, peut-être cette idée de perspective plus modeste, peut-être qu'en fait ce sera ça. Enfin, au final, il y aura une espèce d'adaptation un peu presque économique, quoi. Ce sera pas possible. Est-ce que, enfin voilà, je pense que c'est peut-être que je suis naïf encore une fois, mais je sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais pas, mais j'ai l'impression que en fait plutôt les plateformes elles coûtent de moins en moins cher parce que justement en fait on n'a plus besoin d'acteurs actrices parce que les personnages sont en fait des intelligences artificielles ou des deepfakes. Les moyens les moyens de production en tout cas coûtent de moins en moins cher, j'ai l'impression. Et du coup, moi j'ai plutôt l'impression qu'on va vers du streaming à 100%, quoi, plutôt que dans l'autre sens, quoi. Ouais, à la fois je suis d'accord, et il y a quand même ce truc-là où il y a 2-3 ans, il y a eu la VR qui est apparue. Enfin, pas, qui a réapparu, on a tous dit, c'est bon, c'est le cinéma de demain, et le truc a floppé, quoi. Et la VR, et je sais pas, il y a un truc où on revient toujours quand même à la salle de cinéma. Enfin, c'est sûr qu'il y aura moins de salles de cinéma dans le futur, ça c'est sûr. Je sais pas, c'est très complexe. Et à la fois, c'est super intéressant de voir ton film, parce qu'il y a, pour moi, c'est vraiment le mal en ce moment, c'est TikTok, quoi. Enfin, il y a un truc où ça te casse ton attention totalement, quoi. On est tellement habitué à regarder des vidéos d'une minute maintenant que de voir un film d'1h30, c'est compliqué, quoi. Enfin, pour rester concentré, quoi. Et je sais pas. Enfin, il y a un truc où je suis très optimiste et à la fois pas du tout, quoi. Ouais, mais justement, moi, en fait, je dis ça aussi parce que disons qu'il y a une perspective qui paraît inimaginable, c'est qu'il suffit un truc de la chaîne qui pète, quoi. C'est le jour où il n'y a plus de microprocesseurs pendant 1 an, tout à coup il y a une espèce de... J'aime pas les fantasmes d'effondrement parce que parfois c'est une manière de se rassurer, quoi. Mais on peut se dire aussi, certes oui, pour l'instant ça coûte moins cher et encore en fait, oui on peut s'imaginer que faire des films en IA ça coûtera moins cher, mais pour combien de temps en fait? Puisqu'il suffit, ça coûte en fait très très cher, ça coûte immensément cher, ça coûte infiniment plus cher que La Vie plus belle, quoi. Voilà, vous dites ça coûte pas d'argent, alors qu'un data center pour faire une image c'est des sommes totalement démentes et folles en fait. Donc finalement ça coûte beaucoup, en fait ça coûte beaucoup plus cher. Donc, je pense qu'il y a un côté inutilité, quoi. Enfin, ça peut pas marcher en fait, ça peut pas, c'est pas vrai que ces trucs là vont... Moi, j'ai du mal à imaginer qu'un jour Netflix fera des films 100% en IA, parce qu'en fait, c'est vraiment un pur fantasme de survie, où ils se disent on fera comme ça, mais en fait, pour moi, c'est impossible, parce que en fait, c'est beaucoup trop compliqué, ça coûte beaucoup trop cher, et puis en plus, peut-être qu'il n'y aura pas vraiment de public pour ça. Enfin, moi, je sais pas, j'ai du mal à croire que les gens voudront regarder ça, en fait. Chalamet en 3D, uniquement en synthèse, qui fait que des trucs de synthèse, et même le scénario est en synthèse. Enfin, je sais pas, quoi. En fait, le problème, c'est que ce que vous dites, c'est masqué, mais c'est très intéressant. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit dit. C'est-à-dire qu'effectivement, ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui de faire des choses avec des IA qu'avec des gens, des vrais gens, comme La Vie plus belle, qui est le modèle économique, en tout cas écologique, notre modèle écologique, ou au film aussi. Quoi, mais le problème, c'est que c'est des dettes, c'est-à-dire qu'en fait, on s'endette, c'est-à-dire qu'ils ne mettent pas leur vrai prix.
c'est le faux prix. C'est-à-dire que par exemple un abonnement Netflix avec, si on compte les data centers, le stockage, le fait que tout est dupliqué partout, l'entraînement des IA si le film est fait par IA, le vrai prix n'est pas visible, il est bradé, si on veut, l'énergie est bradée pour vous donner un faux prix qui est le prix d'appel pour garder votre attention et prendre votre cerveau disponible en fait. Mais si c'était des véritables prix, si les prix de l'énergie s'affichaient partout, déjà tout ça on aurait peut-être en moins grande quantité, mais qu'en fait on brade les prix de l'énergie de manière générale pour arriver à des choses qui sont de capter l'auditoire dans une plateforme et de le garder addict à la plateforme en question. C'est ça le véritable problème. Donc moi je suis d'accord avec vous. Je pense que le modèle économique du film d'auteur est un modèle économique, en tout cas, voilà, hier j'étais dans un colloque où on parlait aussi de technocritique et d'énergie, et à un moment donné, quelqu'un a posé la question, si on compare un film de Fellini, par exemple, avec un film d'IA, donc ça nous a tous fait beaucoup rire, parce qu'effectivement, Fellini, c'est beaucoup d'énergie, oui, mais en même temps, un film de Fellini, c'est vu tellement de fois, ça fédère des gens, ça donne de l'énergie. Enfin voilà, il y a aussi, je pensais aussi à la question de l'énergie que donne un film. Si un film on n'en parle jamais de ça, mais un film, ça peut donner de l'énergie et donner de l'espoir, ça peut rallier des gens, et ça, c'est pas comptabilisé. Donc, comment, voilà, est-ce qu'à un moment donné, ces comptes énergétiques, peut-être qu'ils sont impossibles, peut-être qu'il ne faut pas calculer en termes de statistiques et de décomptes, mais peut-être parler en termes de ce qui donne de l'espoir, de la vitalité, qui donne une réciprocité. Enfin, il y aurait peut-être d'autres, justement dans ce cinéma du futur, il y aurait peut-être d'autres comptes à faire pour que ce soit un cinéma du futur qui amène à autre chose qu'à des statistiques, par exemple, je ne sais pas. Je voulais rebondir et peut-être juste réagir aussi à cette question en faisant le lien avec ce que tu disais. Je voulais dire, je pense qu'une chose à prendre en considération et qui est assez importante, c'est que, après, si jamais je me trompe, vous me contredisez, mais la vie plus belle existe aussi parce qu'il y a des personnes qui ont des revenus, même faibles, qui sont garantis par des statuts qui peuvent être le chômage, le RSA, ou bien des statuts de fonctionnaires, etc. Après, il y a aussi des personnes qui travaillent, qui sont salariés, qui viennent sur les tournages à côté, etc. Mais je pense que j'ai envie de le souligner parce que dans une situation de délitement de l'état social et peut-être aussi dans des fantasmes d'effondrement ou de perspectives d'effondrement qui ne sont pas des fantasmes, qui sont bien chiffrés et assez réalistes, la défense de certains dispositifs publics, collectifs, qui permettent de aussi produire ces choses-là sans être dans des économies industrielles, sans s'inscrire dans un marché de l'image capitaliste, etc. Ça vient aussi de ces types de revenus qui sont garantis par des institutions. Et donc je pense que le revenu universel, par exemple, le revenu garanti à vie, c'est une très bonne manière de donner aux gens du temps pour faire des séries, pour faire des films, etc. Et avec les moyens du bord, avec la débrouille, etc. Je voulais aussi dire qu'on arrête parfois les progrès, comme dit François Jarige, l'historien, et que donc, évidemment, là, c'est assez cauchemardesque ce qui, je pense, se passe autour de l'IA, telle qu'elle est vendue aussi par les hommes politiques en lien avec des pouvoirs économiques qui sont très ancrés dans des technologies. Mais il y a tout à fait moyen que ça, comme disait Gwenola, que on est en train de s'endetter et que c'est un géant au pied d'argile qui va s'effondrer et qui donc va se dégonfler. Et donc ce progrès inéluctable, inexorable qu'on nous propose, finalement on se prendra un mur et qu'il y aura... Et donc tout ce qui se base d'une façon très forte sur cette genre de technologie
va être forcément vulnérabilisé. Et tout ce qui se fait en collectif dans un quartier à Saint-Étienne, etc., va sûrement survivre. D'ailleurs, le cinéma, il est mort 1000 fois, en fait. Il est mort, il a survécu. On a annoncé la mort du cinéma quand il y a eu la télé, quand il y a eu les VHS, quand il y a eu le DVD, quand il y a eu Internet, etc. Et on a continué quand même à aller dans des salles et avoir ce désir de projection parce que ça nous donne une émotion, une charge particulière. Je pense que c'est assez intéressant. Et la dernière chose que je voulais dire, peut-être si on peut, je voulais vous montrer un extrait très court qui dure 1 minute et demie de quelque chose qui s'appelle Terminator 2 Unplugged. Unplugged, c'est-à-dire Terminator 2 débranché. Alors c'est un artiste qui est plutôt comédien, mais qui se pose la question, comme vous verrez, de quel film on partagera lorsqu'il n'y aura pas d'énergie électrique, il n'y aura plus d'énergie électrique, ou il n'y en aura pas assez, et que donc tous les films qu'on a et qui sont stockés sur des bobines, sur des fichiers, sur des VHS, demandent de l'énergie électrique pour être diffusés. Bon, sauf si vous avez une bobine et un projecteur à manivelle, etc. Et donc il dit, bon, qu'est-ce qu'on va en faire de ces patrimoines, comment cette mémoire d'images, etc., qui nous tient à cœur, pourra continuer à circuler. Et voilà, ce ne sera pas avec l'IA qu'on va regarder des films, mais d'une autre façon. Et je vous propose de passer donc à la régie, c'est l'extrait numéro 6. Juste en gros, le projet un peu utopique et en même temps très modeste d'Aurélien Arnaud, qui est un comédien qui était entre autres en résidence à Saint-Étienne, que je croisais pour cette raison, c'est de dire, bon, quand il y aura quand on aura un cinéma débranché, unplugged, et comment on continuera à voir des films, ça sera par le récit. Et lui, dans ces cadres, il vous donne un exemple qui est peut-être un exemple possible à suivre. Et du coup, il apprend dans les moindres détails Terminator 2, qui est un film fantastique et qui est incroyable. Ce serait dommage quand même de le perdre. Et qui parle d'ailleurs de, est-ce que le futur, il est joué d'avance ou est-ce qu'il est encore entre nos mains. C'est vraiment un film un peu emblématique de cette question de l'anticipation. Et il va l'apprendre par cœur et fait jouer tous les rôles, y compris, comme vous avez vu, il fait tout. Vous voyez peut-être la bande-son de Terminator qui est avec très pulsante, qui est quand même un des traits mémorables de ce film. Il le refait avec sa voix en tapant sur son corps. Et donc il dit, bon, je vais devenir le film. Et bon, c'est le degré zéro de l'énergie du cinéma, un cinéma qui passe par l'oreille. Et donc la seule dépense, c'est juste de donner à boire et manger à un être humain qui continue à vivre et raconter des films. Ouais, je voulais juste réagir à ça parce que avec La Vie plus belle, en fait, on est en film avec des caméras mini-DV, ça a été dit, et du coup, c'est du support hyper fragile sur des cassettes, des cassettes vidéo. Et parfois, on a peur que notre enregistrement ne marche pas. Et parfois, donc on a fantasmé un peu cette idée qu'un jour, on aura fait tout le tournage et finalement, il n'y a rien sur les cassettes. Ou on les a perdues, ou on ne sait pas. Et on s'est dit, c'est pas grave. Ce jour-là, on ira au cinéma et on racontera l'épisode tel qu'on l'a tourné. Parce qu'une des choses qui est hyper importante en fait, dans ce projet, c'est ce moment qu'on partage au moment du tournage. Quelque part, la production elle-même, c'est super de la voir à plusieurs, mais c'est tout le moment de construction, du moment vivant, du moment où on fait des images ensemble. Et ça inverse aussi les rapports au cinéma. Allô, ouais. Justement, je voulais rebondir exactement là-dessus parce que j'ai une remarque par rapport à notamment l'initiative du collectif La Vie plus belle et cette idée de garder à la fois la mémoire du cinéma et l'art du cinéma comme un artisanat accessible à tous. C'est marrant parce que tu as parlé de l'idée de la peur que l'enregistrement soit perdu et que du coup il faut le garder dans une sorte de tradition orale. Et c'est marrant, ça me fait penser à un film de Michel Gondry que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Soyez sympa rebobiné, où en gros c'est des vendeurs de cassettes qui, après une excursion dans une centrale électrique, font démagnétiser sans faire exprès toutes leurs cassettes. Et du coup, ils perdent les contenus de toutes leurs cassettes et ils décident en collectif de refaire tous les films avec leurs propres moyens. Donc,
j'ai tout de suite pensé à ce film parce que je l'aime beaucoup face à votre initiative. Et du coup, je me demandais si voilà, il y avait un peu chez vous cette réflexion d'essayer de garder le cinéma comme un art accessible, un art communautaire. Parce que voilà, dans un monde où, comme on parlait, voilà, face à ces multiples menaces, à la fois politiques, environnementales, on est peut-être face à un problème où on va se retrouver face à une séparation entre peut-être un cinéma élitiste, voilà, cinéma d'auteur, qui sera accessible plus qu'à quelques happy few qui pourront se faire financer ce genre de choses. Et de l'autre côté, quelque chose qui ne serait pas vraiment du cinéma, mais qui est plutôt de l'ordre du contenu, qui est tout ce qui est réseaux sociaux, et qui serait du coup un peu cette masse d'images que, disons, la masse regarderait, quoi. Je fais une dichotomie très dystopique. Mais est-ce que du coup, dans votre réflexion, il y a cette idée d'essayer de remélanger le côté artistique et le côté populaire pour éviter cette espèce de séparation horrible entre les deux? Et du coup, voilà, on a parlé de critique de la politique des auteurs, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une critique des réseaux sociaux et des contenus de masse, puisque je pense que vous, ce que vous cherchez à faire, c'est aussi un cinéma qui puisse être dans le quotidien de tout le monde. Et on sait que voilà, ce que regardent les gens aujourd'hui dans le quotidien, c'est plus trop du cinéma. Se voilons pas la face. C'est super les festivals de cinéma, mais ça concerne quand même une très petite partie de la population. Et du coup, voilà, je trouvais intéressant cette réflexion d'essayer de renouer un peu ces deux mondes et voilà, proposer un cinéma accessible, actif, comme vous dites, hein, pas seulement passif, pas seulement voilà, du contenu qui serait dirigé par des canaux, des réseaux sociaux et dans lesquels on serait complètement passif. Enfin, on parlait de TikTok et de c'est vrai qu'on est tous un peu terrifiés face à cette passivité qu'on a face au contenu et encore plus voilà, avec les IA où il y a une déréalisation, etc. Et donc, je me demandais si voilà, vous aviez réfléchi à comment imaginer un cinéma. Alors après, le mot cinéma fait un peu élite tout de suite dans une grande salle et tout, mais c'est vrai que vous avez parlé de l'importance de la salle et de l'importance d'avoir des canaux de diffusion qui sont un peu bidouillés, qui sont en dehors qui sont pas juste sur un téléphone, mais qui peuvent être quand même collectifs, mais qui sont pas non plus les grands moyens de masse. Et donc, je me demandais voilà, si vous aviez pensé à ça, et merci beaucoup pour vos propositions. Merci pour la remarque. Donc oui, vis-à-vis de La Vie plus belle, bah, c'est vrai que nous, c'était vraiment... Enfin voilà, on fait une série, parce que voilà, on fait un feuilleton, on fait un soap opéra, après on le passe au cinéma, donc peut-être que ça devient du cinéma parce qu'on le passe au cinéma, je ne sais pas trop. Après, comme on disait, pour nous, l'important, c'était vraiment, en fait, c'était de ne pas être seul à regarder. En fait, c'était vraiment ça. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, mais en fait, il y avait vraiment ce truc de des fois, quand on est devant la télé, on est seul, quand on est devant le téléphone, on est seul. Et en fait, là, le fait qu'on soit tous ensemble, justement devant l'écran, qu'on soit... Bah, franchement, il y a tout le temps presque 100 personnes qui viennent un lundi sur deux à 20h20. Enfin, c'est un peu exceptionnel. Même le cinéma, ils hallucinent parce que des fois, il y a des films... très chicos, c'est tout, on va dire, il n'y a pas autant de monde, quoi. Ils sont en mode, ok, c'est La Vie plus belle, ça dure 20 minutes, la salle, elle est remplie, c'est quoi cette histoire encore? Et c'est vrai qu'on n'a pas précisé aussi, mais nous, toutes les séances, c'est à prix libre. Donc voilà, au moins, il n'y a pas forcément justement encore cette question de l'argent, de peut-être je ne vais pas pouvoir venir parce que ça va me coûter, je ne sais pas, 5 ou 10 euros, etc. Et oui, et c'était vraiment, bah ouais, en fait, comme on disait, de passer de vraiment de spectateur à acteur. Oh là. Et que voilà, et qu'on devienne actif. Et j'ai un peu perdu le fil. Mais oui, enfin après aussi cette question de la diffusion, on a aussi plein. À chaque fois, on pense à plein d'épisodes spéciaux qu'on voudrait faire. Donc là, vous avez vu, on a fait l'épisode 50-50. On a aussi fait un épisode science-fiction. Et en fait, on voulait faire un épisode sur Snapchat, parce qu'en fait, sur Snap, on peut mettre des stories qu'on localise dans la ville. Et en fait, par exemple, on s'était dit, mais bon, c'est un peu dur à mettre en place, qu'en fait, on est plusieurs à tourner des scènes au téléphone. Après, on les poste sur Snap, sur la map synthé. Et en fait, les gens, pour suivre l'épisode, ils peuvent cliquer, voir les stories.
Et en fait, ça fait encore une autre manière de diffusion, enfin, ça fait encore autre chose. Et c'est vrai qu'on n'a pas expérimenté parce qu'on n'a pas le temps, parce que franchement, trop de choses à faire. Mais c'est des choses aussi qu'on aimerait faire. Mais oui, voilà, cette question de la diffusion, enfin, je pense que pour beaucoup de monde, elle est importante et vraiment. Et c'est des choses voilà, qu'on s'est questionné. C'était surtout faire des trucs ensemble, en fait. C'était ça vraiment la base. Et faire quelque chose, justement, on ne s'est pas dit, tiens, on va refaire un film qui dure 3 heures et tout. Non, on s'est dit non, en fait, ce qu'on veut refaire, c'est Plus belle la vie, en fait, parce qu'aussi dans Plus belle la vie, on se sent aussi l'espace, en fait, de modifier des choses, d'agir sur le scénario. Comme on disait tout à l'heure, en fait, il y a pas, enfin aussi vis-à-vis de, je voulais rebondir, ça me permet aussi sur la question du droit d'auteur, de la vision d'auteur. En fait, déjà dans Plus belle la vie de base, c'est dur de dire s'il y a vraiment des auteurs ou des autrices, parce qu'en fait, c'est des groupes de scénaristes qui changent tout le temps, en fait. C'est des équipes, en fait, ils tournent justement pour pas... Il y a tellement d'épisodes à faire, il y a tellement d'histoires pour pas que les gens s'ennuient. En fait, il y a un turnover de malade, et des fois, t'es scénariste, tac, tu repars, tu reviens. Et c'est vrai qu'au tout début, quand on a lancé La vie plus belle, on s'est tapé 2 mails de mise en demeure de New One Prod, donc la boîte qui ont racheté les droits d'auteur de Plus belle la vie. Et eux, en fait, ils ont racheté Plus belle la vie avec l'argent. Et nous, on se disait un peu, en fait, nous, on se l'a approprié avec l'amour, en fait. On a juste pris quelque chose qu'on aimait, sur lesquels on voulait agir. Et c'est vrai que ça nous faisait même délirer parce que, bon, finalement, ça ne s'est pas allé plus loin que ces mails de mise en demeure. Mais on fantasmait presque le procès Plus belle la vie vs la vie plus belle. Et on s'est dit, mais ça va être magnifique, on va médiatiser le truc et tout. Il y aura les 2 côtés dans la salle, comme on voit un peu dans les films et tout. Et en fait, ça nous faisait mourir de rire, mais même parce que c'était aussi symbolique, en fait. Et il y avait justement toute cette symbolique-là, parce que New One Prod, du coup, c'est une grosse boîte de prod où ils font beaucoup de choses pour TF1. Il y a beaucoup de choses qui leur appartiennent, etc. Et puis nous, on était la vie plus belle, quoi. Les gens de synthé, on est là, on sait ce qu'on fait, mais en même temps, on sait pas trop ce qu'on fait. Et comme disait Carole aussi, en fait, des fois, ouais, on filme les trucs, puis pareil, des fois, on se dit, ça se trouve, on n'a rien filmé. Mais en même temps, c'est pas grave non plus, en fait, parce qu'on aura quand même plein de choses à raconter, on aura vécu plein de choses. Et aussi, ce qui est aussi super important, c'est le fait de donner de l'énergie, et là, ça me permet aussi de rebondir à ça, et de donner envie, en fait, de faire des trucs, parce que pour ma part, c'est un des trucs les plus importants. Enfin, j'aime bien citer Johnny Hallyday dans sa chanson, quand il dit l'envie d'avoir envie, parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et voilà, et c'est vrai, quand on voit même, quand tes cousins, ils regardent le animé et tout, ouais, ils sont pleins d'énergie. Et souvent, je sais pas, j'ai l'impression que quand on est en tournage, on est là, on est en mode batterie pleine, en même temps batterie vide, parce que franchement, c'est intense, mais en même temps, ça remet la batterie pleine à la fin. Et voilà. Je sais pas si j'ai vraiment répondu, mais... Justement, pour vraiment cette question, en fait, de regarder les choses en collectif, parce que c'est vrai aussi, tout à l'heure, tu parlais justement d'un peu ton entrée dans le monde du cinéma, et moi, je n'étais pas du tout dans le monde du cinéma, et en fait, à Saint-Étienne, on a eu beaucoup de chance, parce que pour lancer La vie plus belle, on avait fait une conférence de presse, mais il n'y avait pas la presse, mais c'était un peu pour la blague. Et donc, on avait invité le programmateur du cinéma, qui s'appelle le cinéma Le Méliès à Saint-Étienne, parce que c'est un Stéphanois, et on a une bonne amie à nous qui est stéphanoise. Elle disait « Ah mais oui, j'étais au lycée avec lui, on va le faire venir et tout, tranquille. » Ça se passe beaucoup comme ça à Saint-Étienne, il y a vraiment... j'aime beaucoup. Et donc il était venu, il avait adoré la conférence de presse, il avait dit « Ok, je passerai vos épisodes au cinéma. » On dit « Ouais, super. » On n'avait encore rien fait, on n'avait pas fait de tournage, on savait rien faire. Hein. Vraiment, on est en mode « Ok, il faut qu'on sorte un épisode dans 2 semaines. Ok, on ne sait pas comment faire et tout. » Bon, tout s'est bien passé. Et c'est vrai que le soir de la première projection, il ne pouvait pas être là. Donc on lui avait envoyé le lien quand même, parce qu'on crée des liens pour les personnes qui ont participé, qui ne peuvent pas venir. Au moins, ils peuvent les avoir, les montrer à leur famille et tout. Ça non plus, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais voilà, histoire qu'aussi ils puissent garder une trace. Et c'est vrai que quelques temps après, il nous avait avoué, il avait dit, mais quand il a regardé le lien tout seul chez lui, il s'est dit, mais c'est quoi cette catastrophe ? Mais à quoi j'ai dit oui, vraiment, il s'est dit, mais c'est chaud. Et en fait... À un moment, il était venu, parce que des fois, on reprojette 3 épisodes d'un coup dans différents lieux de Saint-Étienne, et là, il était venu avec tout le monde, et en fait, il nous l'a avoué à cette soirée, qu'il s'était dit, waouh, à quoi j'ai dit oui, parce qu'en fait, il avait vraiment ressenti l'énergie aussi qu'il y avait dans la salle, où en fait, tout le monde est là, tout le monde rigole, parce qu'on se voit sur l'écran, en même temps, on voit nos collègues, en même temps, on parle de Saint-Étienne, on fait des blagues avec Saint-Étienne, avec Lyon, avec les petites villes qu'il y a autour de Saint-Étienne, et là, il avait vraiment compris, en fait, le truc, et voilà, donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est super important qu'on puisse faire les choses à plusieurs et les regarder à plusieurs.
rebondir sur le faire à plusieurs, que je trouve vraiment peut-être l'un des points à sauver pour le cinéma du futur en 2036 2037 37, ouais. Il me semble que c'est peut-être ça qui est le plus, qui nous réunit. Et je pensais à ce que tu disais sur TikTok, comme voilà, c'était vraiment ce que tu détestais le plus. Et je rejoins vraiment là-dessus, c'est que j'ai l'impression que c'est l'atomisation des spectateurs. Enfin, ça peut les réunir. Là, c'était le but du film aussi, de réunir des spectateurs qui sont isolés derrière leur petit écran. Mais que j'ai l'impression dans vos films, il y a une manière de créer de la synchronicité, de créer une forme de partage via vos histoires personnelles ou intimes. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça la chose à sauver, qu'il faudrait sauver. Peut-être que ça ne s'appellera pas plus cinéma, peut-être que ça peut évoluer, mais le cinéma, c'est aussi l'héritage du théâtre, c'est aussi l'héritage de l'opéra, c'est peut-être aussi l'héritage de la veillée au coin du feu, qui est des questions de feu dans le Terminator 2, Terminator 2, voilà, où on voit, ça finit sur un feu de bois. Je trouve que c'est pas anodin. On se réunit au coin du feu pour écouter des histoires, des veillées, et on partage un moment ensemble. Et je pense que c'est vraiment quelque chose peut-être d'humain, quoi. C'est ce qui nous reste peut-être d'humain, c'est ce partage autour soit d'un feu de bois, d'une image qui bouge, soit ces films et qui fédèrent en fait un groupe et peut-être qui donne à la ville de Saint-Étienne. Mais du coup, ça m'amène à une question que je voulais vous poser depuis le début. Est-ce que la ville plus belle, je ne sais pas si j'ai le temps de la poser, ou est-ce que la ville plus belle crée quelque chose dans la ville de Saint-Étienne? Est-ce que ça a fédéré des gens? Est-ce que ça crée un mythe? Est-ce que du coup ça donne quelque chose à la ville qu'elle n'avait pas eu? Qu'est-ce que ça a transformé dans la ville? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez ressentir ou pas encore, voilà. J'aimerais bien répondre à cette question par un exemple qui illustre assez bien ça. En fait, à Saint-Étienne, donc on a le maire de la ville, Gaël Perdriau, qui est connu pour ses chantages à la sextape, qu'il a fait à 2 reprises pendant son mandat contre ses adversaires. Et voilà. Et nous, du coup, on a décidé de d'imaginer en fait un nouveau personnage dans la fiction, donc qui n'existe pas dans Plus belle la vie évidemment, et qui s'appelle Noël Merdriau. Et voilà. Et du coup, en fait, c'est un personnage, c'est un peu comme un Deus ex machina, quoi. En fait, quand il y a un conflit entre des personnes ou des choses comme ça, en fait, il apparaît et il propose de réaliser une sextape pour pouvoir régler l'affaire, en fait. Donc, il est apparu dans plusieurs épisodes de la première année de La vie plus belle. Et en fait, à Saint-Étienne, il y a un ascenseur qui est assez utilisé, quoi, par les habitants et habitantes. Et une fois, il y avait un graffiti en fait, dans cet ascenseur qui disait Merdriau d'épition, parce qu'il y a beaucoup en fait, de messages Perdriau d'émission dans la ville. Et là, du coup, c'était drôle parce que c'est comme si en fait, la fiction avait inspiré l'affichage public. Voilà. Merci. Ouais, c'est vrai que alors La vie plus belle a été montée par des quand même assez néo-stéphanois. On appelle ça des néo-stéphanois enthousiastes à Saint-Étienne, parce qu'on a quand même vraiment un truc particulier où il y a plein de gens qui viennent dans cette ville, pour plein de raisons, et aussi parce que c'est possible de faire des choses sans trop travailler, sans chercher à être salarié parce que les loyers sont peu chers, et qu'il y a comme un effet un peu de laboratoire expérimental. Voilà, il y a plein de jeunes artistes qui viennent. Et moi, c'est vrai que j'étais sur Saint-Étienne depuis plus longtemps que Jeanne et Manon, qui ont lancé ce projet. Voilà, tout le groupe qui a lancé le projet. Et pour moi, en tout cas, ça change vraiment ma relation à la ville. Vraiment, je suis... C'est très étonnant en fait de vivre dans une ville qui, malgré tout, est un peu désertée par les commerces. En ce moment, on en parle beaucoup à Saint-Étienne. Il y a vraiment beaucoup de commerces qui ferment. C'est une ville en crise, etc. Et moi, pour moi, c'est la ville la plus merveilleuse de France parce que c'est un lieu de tournage permanent. Et maintenant, j'ai totalement changé mon regard sur les espaces que je traverse parce que je sais que c'est un endroit où je peux jouer et jouer avec des amis, etc. Et ça, vraiment, c'est très fort
Par contre, est-ce que c'est spécifique à Saint-Étienne? J'en suis pas sûre. On a fait un épisode à Marseille, donc il n'y a pas longtemps, en février, et c'était incroyable aussi. J'ai l'impression, et c'est pour ça qu'on croit à l'International La Vie Plus Belle, c'est que vraiment, on pourrait vraiment tous, dans toutes les villes, se mettre à tourner des choses, et en fait, ça nous ferait rencontrer les villes d'une manière... c'est aussi une connexion à la ville qui se crée grâce au fait de faire des tournages, quoi. Alors, on avait promis qu'on allait finir vers midi et demi au plus tard, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont voir d'autres films. Il y a des gens qui veulent aller à 13h à la Sorbonne, parce qu'il y a une manifestation pour l'avenir de l'université. On ne sait pas trop ce que ce sera, l'université en 2037. On espère que ce ne sera pas celle des Trump, parce que voilà, c'est mal parti. Et voilà, donc on a ces contraintes-là, mais on a peut-être... alors, je ne sais pas si vous aviez encore une toute dernière question, réaction, avant qu'on clôt... On terminer cette matinée. Sinon, on peut... Moi, je vais peut-être juste conclure en disant que je pense que moi, ce que j'ai vu aussi dans vos projets différents et qui m'ont mis à cœur, aussi par la proposition de voir Dupieux au début, c'est aussi le rire, le comique comme manière pour interagir avec un futur, y compris quand c'est angoissant, y compris quand c'est sombre. Mais ça peut être une façon de désamorcer les anxiétés, les angoisses, l'éco-anxiété, même, et ça ne veut pas dire quelque part enterrer la préoccupation ou l'inquiétude pour la réalité qu'on vit et la gravité de ce qui se passe, mais c'est peut-être une façon de désamorcer la paralyse et la sidération. Et même dans ton film, je pense qu'il y a aussi, à travers ces images des jeunes, etc., qui font pleurer d'une certaine façon, mais en même temps, il y a toujours quelque chose, une espèce d'étincelle, un peu de rire qui permet de ne pas trop se laisser écraser par la catastrophe. Et je pense que c'est peut-être un bon outil aussi pour arriver aux années 2030. Et je vous rappelle que donc, cette revue documentaire qui était un peu à l'origine, au point de départ de cette matinée, qui est une revue qui peut être consultée aussi en ligne. Monique, notre présidente, elle en a amené 2-3 exemplaires si jamais vous avez vraiment une envie brûlante de vous approprier de ça. Mais sinon, c'est en ligne sur Cairn. Gwenola aussi était une autrice de la revue il y a quelques années, numéro 30. Okay. Et elle a aussi... Et peut-être on souhaite aussi que Ryan peut-être passera dans un prochain numéro, parce que ton cinéma, je pense, est assez riche et très riche et intéressant. Donc peut-être on espère qu'il y aura de la place pour en parler. Et je vous remercie tous et toutes d'avoir apporté vos récits de cinéma et toutes les personnes qui ont été avec nous ce matin.